Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de TLT pour cette édition spéciale AZF. 6 mois après, nous avons pris l'antenne ce matin de 10h30 à 12h30. Eh bien, nous revoici pour 2 heures de direct. Et cette année, aujourd'hui, nous avons décidé de privilégier surtout les témoignages avec beaucoup d'invités, Christophe. Tout à fait. On va commencer, c'est bien naturel, par un plateau consacré aux victimes de l'explosion. 4 invités sur ce plateau. La première n'est pas encore là, elle ne devrait pas tarder. C'est Géraldine Macaille qui s'occupe d'une association qui s'appelle Vive après AZF. Gérard Ratier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le père d'une personne qui est décédée lors de cette explosion et maintenant vous essayez de venir en aide aux autres familles qui, comme vous, ont été très gravement touchées. Tout à fait. Thérèse Uraka, bonjour. Bonsoir. Vous êtes vous-même une sinistrée, vous êtes d'ailleurs une membre de l'association des sinistrés du 21 septembre. Professeur Dominique Lauque, bonjour. Vous êtes responsable des urgences au CHU de Toulouse et vous allez nous parler un peu du suivi médical des blessés et puis des pathologies que malheureusement il faut dénombrer suite à l'explosion. Alors Gérard Ratier, notre première question va s'adresser à vous. 6 mois après l'explosion d'AZF, j'imagine que pour vous aujourd'hui c'est une date particulièrement importante. Non, pour répondre à votre question, y répondre positivement, ça n'est pas une date importante. C'est tous les jours que c'est une date importante, depuis le 21 septembre. Alors, je suis venu sur ce plateau avec beaucoup de difficultés, et après m'être interrogé pendant très longtemps. Si je viens sur ce plateau, c'est avec l'unique ambition de communiquer avec toutes les personnes sinistrées. Pour ce qui est de mon état d'âme, il est celui d'un combattant qui n'a pas encore trouvé d'adversaire. Je suis tout à fait persuadé que ma retraite est consommée. Bon, ma réaction est celle d'un homme déterminé qui prend conscience qu'il est nécessaire de regrouper nos forces, de nous retrouver pour comment dirais-je, pour aider les sinistrés qui sont aujourd'hui en difficulté. Bon, de les accompagner en particulier dans les méandres de la réparation de leur préjudice moral, aujourd'hui, demain de les souder en vue du procès pénal. Je pense, pour parler encore de moi-même, je pense que si mon fils était vivant, il approuverait certainement ma détermination. Je puise mon énergie dans le mouvement associatif, dans une association dans laquelle je me sens très bien, dans laquelle j'évolue et dans laquelle, si vous voulez, sans oublier mon malheur, je le dilue. Si vous permettez, je voudrais présenter cette association. Bien sûr, oui. Alors, son siège est 1 rue de Roussillon à Toulouse, cité Papus. Elle est née au lendemain de l'explosion et elle est administrée par des sinistrés de tout ordre, en dégâts matériels. Et pour ce qui me concerne, je suis le vice-président du département, et je vous le dirai tout à l'heure, des familles endeuillées. Dans un premier temps, cette association s'est occupée des sinistrés en dégâts matériels. Et puis, au mois de novembre, elle s'est structurée en 3 départements. Il s'agit du département des sinistrés en dégâts matériels qui existait déjà. Il s'agit du département des familles endeuillées, et j'ai été peut-être le précurseur. Et puis il s'agit du département des blessés. Chaque département comporte un président, ce qui fait qu'il y a 3 vice-présidents, pardon. Cette association est forte aujourd'hui de 900 adhérents. Elle est encadrée par 4 avocats, dont je salue au passage
leur fidélité et leurs conseils éclairés. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique puisque, vous le savez sans doute, nous siégeons au comité de suivi de l'explosion AZF. Monsieur Ratier, excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre. Nous avons un appel téléphonique, je crois. Allô? Allô, madame? Allô, oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Vous avez souhaité Vous souhaitez vous intervenir exprimer, ouais. sur TLT, alors on vous écoute. Oui, je suis Josette Lupiaquin, vous m'avez rappelé. Et alors, je voulais intervenir dans cette émission parce que depuis 6 mois maintenant, on a beaucoup parlé des dégâts matériels, beaucoup plus que des dégâts corporels. Bon, je commence juste à écouter, là, et j'apprends qu'on va aujourd'hui parler des blessés. Monsieur Coma, qui a perdu son frère dans la catastrophe, faisait allusion ce matin et qu'il avait l'impression que les familles des victimes étaient oubliées. Les familles des personnes décédées. Mais j'ai l'impression que c'est aussi le cas des blessés. Il paraît qu'il y en a une centaine, gravement, aveugles, paraplégiques, tétraplégiques, etc. J'interviens, je suis la maman d'une de ces victimes. Ma fille a été très grièvement blessée aux yeux. Elle est quasi non-voyante aujourd'hui. Sur le lieu de son travail, au parc routier de la DDE, impasse Langlade, c'est-à-dire au fond de l'impasse où est Darty. On a très peu parlé de ce bâtiment. Avec elle, une trentaine de collègues, plus ou moins atteintes, dont 2 encore avec des blessures graves, une à la carotide. Elle ne doit son salut qu'au courage d'un de ses collègues qui l'a transportée à l'hôpital en pleine hémorragie. Un autre plus jeune, 30 ans à peine, a perdu un œil. Les autres, plus superficiellement atteints, ont aujourd'hui et pour longtemps sans doute des troubles psychologiques. Il s'est manifesté autour de ma fille une solidarité exemplaire de la part de tous ses collègues. Collecte spontanée, visites répétées dans les hôpitaux où elle a été opérée plusieurs fois. Ce service de l'équipement est devenu comme une fratrie. Madame, excusez-moi, oui. je suis obligé de vous interrompre. On va peut-être faire réagir d'abord le professeur, après vous, monsieur Ratier. Oui. Faire une observation à la oui, allez-y alors. Allez-y, monsieur Ratier. Oui, je voudrais simplement conseiller à cette dame, si elle ne l'a déjà fait, je voudrais simplement lui conseiller d'en finir avec son anonymat et qu'elle se fasse connaître. En particulier des associations, de l'association des sinistrés du 21 septembre que nous représentons donc, et qu'elle se fasse connaître des services administratifs, parce que, nous en parlerons sans doute tout à l'heure, ce sont des gens méconnus, les blessés. Et ce sont des gens dont on a peu parlé, et ce sont des gens aussi, tout à fait comme les familles d'endeuillés d'ailleurs, dont on a réglé assez vite le problème. Oui, professeur Lowe, est-ce que effectivement il y a des gens qui sont très gravement blessés avec des séquelles qui vont garder très très longtemps, voire toute la vie? Tout à fait. Il y a eu donc un nombre très très élevé de blessés, plusieurs milliers. Et parmi ces milliers de blessés, quelques centaines ont été hospitalisés soit en clinique, soit à l'hôpital de manière prolongée pour des lésions initiales très très sévères. Et ces lésions initiales vont laisser, pour certains d'entre eux, des séquelles parfois très lourdes, que ce soit sur le plan sensoriel, au niveau de la vision, au niveau de l'audition, aussi sur le plan esthétique, avec beaucoup de plaies au niveau du visage, au niveau du cou, également sur le plan fonctionnel, au niveau des membres supérieurs, au niveau de la marche. Donc un certain nombre de personnes qui vont garder des handicaps aussi locomoteurs importants. Donc ça c'est l'aspect un peu somatique. Oui. Et puis ça a été cité, il ne faut pas non plus oublier l'aspect psychologique ou psychique, avec là aussi des traumatismes psychiques importants, surtout chez les gens qui ont été lourdement blessés. Et l'importance dans le traitement de cela, effectivement, pour le traitement de ces traumatismes psychiques, du dialogue, de la parole et de ces associations. L'importance des associations citées. Pour éviter effectivement de laisser ces gens seuls dans leur coin, donc la nécessité de les aider. Alors on va peut-être vous présenter Géraldine Macaille qui vient donc de nous rejoindre et qui est la présidente de l'association Vivre après AZF. Alors Madame Macaille, on vient d'avoir une Toulousaine qui nous appelle pour nous dire que sa fille a été gravement blessée puisqu'elle a perdu la vue le jour de l'explosion et qui déplore le fait qu'on n'ait pas beaucoup parlé des blessés. Est-ce que vous avez, vous, ce sentiment-là? Et est-ce que quelque part, vous pensez que ce n'est pas peut-être de la pudeur aussi de la part des médias qui n'ont pas forcément voulu mettre en lumière ces gens-là qui, en tout cas dans les premiers mois, ont terriblement souffert et qui continuent à souffrir d'ailleurs?
La faute des médias, moi j'aime pas poser les fautes de qui que ce soit. Déjà d'entrée, je pense qu'on a beaucoup parlé des blessés les premiers jours. Les pages des journaux ont été pleines de sang, etc. Ensuite, on n'en a plus du tout parlé. Je pense que les dégâts matériels ont primé. On a vu énormément d'articles sur les dégâts matériels, etc. Et, ensuite, on a laissé les blessés. Moi, je crois que je dis on a laissé les blessés vraiment à l'écart. Maintenant, les blessés sont dans un véritable repli sur eux-mêmes, on n'en a pas parlé. Je pense que c'est quelque chose, moi, mon sentiment personnel, je pense que c'est quelque chose qui a dérangé plus d'un de savoir cet immense désastre humain que cette catastrophe a été pour beaucoup. Et je pense que les gens n'ont pas pu faire face, n'ont pas voulu faire face, c'était trop douloureux. Donc ça a été d'autant plus douloureux pour les blessés, leurs familles, et les familles endeuillées, bien sûr. Je pense que M. Ratier vient d'en parler. Oui. Voilà, maintenant, il y a ce qu'on observe, c'est un véritable repli sur soi. Voilà. Gérard Ratier, vous avez l'impression qu'on n'a pas voulu vous voir, au fond? On a refusé de voir des familles de personnes qui sont décédées, des familles de personnes qui étaient blessées? Non, non, ce qu'il faut dire surtout, c'est que il a été très difficile de retrouver les familles endeuillées. Oui. À savoir que ce soit des organismes comme celui de la Croix-Rouge en particulier, qui est sans doute le plus accessible, eh bien, des organismes comme celui de la Croix-Rouge n'ont pas pu nous donner les coordonnées de ces familles, n'ont pas pu. Et vous êtes allé les trouver? Alors, moi, je suis allé les trouver, bien entendu. Ils m'ont proposé de servir de boîte à lettres en particulier. Ouais. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Le seul support que nous avons eu jusqu'à présent, c'est la Dépêche du Midi, que je remercie au passage. C'est grâce à la Dépêche du Midi et à ces articles qui ont paru qu'il m'a été possible de retrouver toutes les familles. Ça a été une véritable enquête, plus de 3 mois, je pense. Et je suis arrivé enfin à contacter toutes les familles. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez certainement, comme moi, la même impression, c'est que les blessés sont aussi isolés, si ça n'est pas davantage, parce qu'ils sont plus nombreux, sont aussi isolés que les familles endeuillées. Et la difficulté première, c'est de les retrouver. Et je ne suis pas le seul à intervenir dans ce sens, puisque j'ai remarqué en particulier, quand j'ai siégé au comité de suivi l'autre jour, j'ai remarqué en particulier que bon nombre d'administratifs, représentant l'administration, la mairie de Toulouse, etc., bon nombre d'administratifs ont souligné cette difficulté. Je veux prendre un exemple bien précis, par exemple, à moins que ça n'ait évolué jusqu'ici, mais si je prends un exemple bien précis, la Croix-Rouge a obtenu des fonds de Total Elfina pour venir en aide aux grands blessés. Eh bien, je sais que la Croix-Rouge, après avoir fait la tournée dans les hôpitaux, n'avait pas encore abouti à dispenser ces fonds pour la simple raison qu'elle ne retrouvait pas les blessés. Vous voulez réagir, Thérèse Duraca? Oui, je veux réagir à plusieurs choses. Les blessés, je parle en tant qu'ancienne hospitalière aussi, ce sont des gens qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes parce que c'est douloureux, c'est normal. C'est une chose très difficile. C'est vrai que pour retrouver des blessés, c'est le parcours du combattant. C'est vrai que pour eux, c'est douloureux aussi de venir s'exposer. Il faut les comprendre. Je crois qu'à un moment donné, la pudeur, ça n'excuse pas tout. C'est ce que je voulais dire. La pudeur, ça n'excuse pas tout. C'est vrai que les médias, nous, on les reçoit à l'association du 21. Ils nous demandent, est-ce que vous avez une famille très sinistrée où tout est cassé? Et on leur dit non. On refuse de donner les noms maintenant, parce qu'il y en a marre. Vous avez peur du voyeurisme, c'est ça? Non, j'ai pas peur. C'est du voyeurisme. Non, j'ai pas peur. C'est du voyeurisme. De la part de la part de médias. Enfin, nous, à TLT, je précise quand même qu'on n'est jamais tombé dans ce et je vous le travers. Cite. Je dois dire que quand on voit Géraldine Macaille, je suis sûre qu'elle a des tas de propositions. Du moment où elle a des béquilles, du moment où elle a des difficultés. Moi... Oui, puisque Géraldine Macaille, je le précise, a été elle-même blessée le jour de l'explosion. Moi, physiquement, je n'ai rien eu. Mais je ne suis pas intéressante. J'ai un discours rassembleur, j'ai un discours qui dit il faut nous battre tous ensemble. Effectivement, ça ne fait pas recette. Je dis aussi que c'est une catastrophe sociale dont personne ne prend la mesure.
Gérard a oublié un pôle qu'on vient de créer, c'est le pôle des gens qui ont perdu leur emploi. Dans l'association du 21 septembre, oui, toujours. Hein. C'est catastrophique. On se rend compte qu'il y a une grande ampleur de gens qui ont perdu leur emploi, dont des gens blessés, qui ne retrouveront pas leur emploi. Personne n'en parle. C'est catastrophique. Géraldine Macaille, allez-y. L'état des lieux des blessés, c'est vraiment une catastrophe parce que bon, il faut savoir qu'il y a 5000 accidents de travail et 6000 accidents, pardon, je me suis trompée, 1000 autres accidents, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas sur leur lieu de travail et qui n'allaient pas à leur travail. C'est-à-dire des personnes comme moi qui faisaient leurs courses dans un magasin public et qui ont été extrêmement gravement blessés. Donc la conséquence de tout ça, c'est que ces gens se sont retrouvés du jour au lendemain, la vie de ces gens a basculé. Il n'y a pas, moi c'est ce que je dis tout le temps, il n'y a pas de blessés légers. On me dit des blessés légers. Mais quand on a subi un traumatisme tel qu'avoir des balafres sur le visage, qu'on soit un homme ou une femme, il y a une perte d'identité, on se regarde le matin, au mieux, on voit quelque chose de complètement différent. Donc vous avez perdu votre identité. Votre famille a perdu le mari qu'ils avaient, que la personne avait, le père, etc. Il y a tout un tas de prises en charge que nous allons proposer aux personnes parce que nous le jugeons absolument essentiel. Quand il y a cette perte d'identité, je trouve que c'est absolument tragique. Justement, et ce sera le mot de la fin, donc on va regarder un reportage sur un jeune homme qui a perdu un œil, mais avant je voudrais vous poser une question. Maintenant que vous l'avez dit, on l'a bien compris, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces personnes-là dans vos différentes associations? Alors peut-être Géraldine Macaille et puis ensuite Monsieur Ratier, rapidement. Alors, rapidement, c'est le premier dossier que nous avons pris, c'était le dossier de la sécurité sociale qui est extrêmement important puisque le ministère de l'Emploi et de la Solidarité avait avait décrété que les blessés d'AZF seraient remboursés à 100%. Sera remboursé à 100% pendant 6 mois. Il est évident qu'on ne peut pas, quand on est au comité épidémiologique, ne peut pas considérer que les soins puissent s'arrêter après 6 mois. C'est complètement aberrant. Au comité épidémiologique, on vous dit qu'on ne connaîtra le résultat de cette catastrophe industrielle, on pourra le quantifier peut-être dans 5 ans. Donc dans le même temps, c'est complètement aberrant que la sécurité sociale prennent en charge seulement 6 mois. Donc nous, et c'est concret, on a obtenu du préfet, enfin c'est le préfet qui m'a envoyé cette... voilà, les soins sont finalement été repoussés jusqu'au 12 avril. On a fait des courriers, etc. On a vraiment beaucoup travaillé sur ce dossier. Et maintenant, la date a été repoussée de 6 mois. On parlait tout à l'heure de la détresse des personnes. Donc il faut savoir que si on n'a pas 200 heures de travail dans le trimestre précédent, on n'est pas pris en charge par la sécurité. On n'a pas droit aux indemnités journalières. Ça, c'est véritablement tragique. Alors là, je lis que... Je suis désolée, mais c'est important. Oui, je lis que la mesure dérogatoire que l'on a demandée à la sécurité sociale concernant les indemnités journalières pourra intervenir. C'est ce qui est marqué là. Donc 6 mois plus les indemnités journalières pour les plus bas salaires. Alors, ça, c'est une belle victoire. On rappelle le nom de votre association, Vivre après l'explosion d'AZF. On a vu le numéro de téléphone s'afficher. Votre association, Monsieur Ratier, c'est l'association des sinistrés du 21 septembre. Vous avez un téléphone, pour les gens qui nous regardent. Vous pouvez le donner? Oui. Alors, le numéro de téléphone de l'association du 21 septembre, oui, on n'a pas pu s'incruster. Oui. Alors, le numéro de téléphone de l'association, c'est le 05 61 40 62 71. Très bien. Je répète, 05 61 40 62 71. Un dernier mot, Géraldine Macaille, et on regarde le sujet donc sur ce jeune homme qui a perdu un œil pendant ce jour-là. Alors, s'il vous plaît, pour mieux vous servir, les permanences téléphoniques, absolument impératif d'en appeler seulement le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. On vient de le voir sur l'écran, de 9h à 13h. Merci beaucoup. Merci. On regarde peut-être ce reportage, Christophe? Tout à fait. Laurent, le 21 septembre dernier, travaillait à l'Espace Store. C'est un magasin de volets roulants qui est situé juste en face de Darty. Laurent a perdu l'usage d'un œil. Aujourd'hui, il est dans l'attente d'une opération pour tenter de retrouver quelques dixièmes. Il attend évidemment beaucoup de cette opération chirurgicale. Effectivement, Arnaud Sigu et Nicolas Hauer l'ont rencontré. Regardez.
Nous sommes actuellement à une centaine de mètres de l'usine AZF, exactement au magasin Espace Store, et plus précisément dans le bureau de Laurent, qui se trouve juste ici. Laurent, c'était le 21 septembre dernier. Bonjour tout d'abord. Oui, bonjour. C'était le 21 septembre dernier, vous étiez là, ou plutôt juste au-dessus, mais c'était votre bureau. Comment s'est passé un peu cette journée? Ben, disons que ce qui nous a sauvés, c'est, bon, comme vous venez de le dire, bon, là vous avez mon bureau. Et ce qui nous a sauvés, c'est qu'on était en salle de réunion à l'étage. Et donc c'est la salle qui était entre parenthèses le mieux protégée. Il n'y avait qu'une petite porte-fenêtre de 1,20 m de large et bon, effectivement ça a fait des dégâts quand même sur 5 personnes, sur 6 en haut. Donc on a été essentiellement sauvés par ça. On aurait été ici, bon, vous pouvez voir l'étendue des dégâts, il n'y avait que des baies vitrées puisque c'était le showroom. Et on aurait été, je pense, dans un piteux état, sinon on aurait été mort. On s'est retrouvés donc par terre avec tous les collègues en réunion. Et donc c'était la nuit la plus complète et donc on s'est pris par la main, tout simplement. Et donc on est sorti, il y avait une petite porte en haut et on est sorti en se tenant par la main, en passant sous la porte. Enfin bon, il n'y avait qu'une partie dessous qui était ouverte, donc on a pu passer par là. Et donc après on est descendu, bon, c'était l'apocalypse, hein, on est descendu dehors, il y avait plein de débris encore qui tombaient. Et bon, moi je suis allé en face dans la rue, en face d'Arty. Et quelqu'un que je remercie encore, bon, malheureusement j'ai pas pu connaître son nom, m'a pris en stop quoi, carrément, et m'a amené directement à Purpan. Et grâce à ça, je dirais, j'ai été hospitalisé dans les premiers. Et donc ça a été, enfin, le périple est là quoi. Donc, le fait de passer dans les premiers, en fait, vous avez été opéré normalement, correctement. Tout à fait. Je pense que bon, j'ai été bien suturé parce que j'ai eu 240 points au visage. Et donc j'ai été très bien suturé, donc c'est ce qui me permet, je dirais, d'avoir un visage à peu près correct, malgré l'œil, malheureusement, que j'ai perdu pour l'instant. C'est dans ces moments-là, surtout quand on est de l'autre côté de la barrière, qu'on s'aperçoit vraiment du travail qui est fait dans les hôpitaux. Et c'est vrai que les infirmiers, tout le personnel hospitalier, ce jour-là a été formidable, c'est le cas de le dire. Pas que ce jour-là, tout au long, je dirais même, de mon hospitalisation. Après, il y a donc une période bon, difficile où il faut admettre tout ça. Et puis après, ça repart. Parce qu'il faut que la vie continue. Et qu'est-ce qui justement a fait que du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais ce passage-là du côté, on se dit bon, mais c'est dur, mais il faut continuer. Qu'est-ce qui a fait tenir quoi? Ben, ce qui a fait tenir déjà, c'est au départ, excusez-moi, mais au départ, je dirais. C'est l'entourage donc qui est venu nous voir parce que bon, j'ai passé 3 semaines dans les hôpitaux. Donc déjà l'entourage a fait que on était très bien avec eux. Disons qu'ils s'occupaient très bien de nous, ils venaient nous voir dans les hôpitaux, etc. Après à la limite commence le plus dur. C'est le parcours du combattant, on va dire. Vous parliez de l'administratif, tous les papiers. Tout à fait. C'est le début des indemnisations. Le début des indemnisations, c'est bien gros. Je pense pour les gens qui ont été touchés matériellement, effectivement, je pense qu'ils ont été bien indemnisés, ou en partie, je dirais. Bon, par contre, au niveau des blessés corporels que je représente, à ce jour, on n'a je n'ai reçu aucun courrier, je n'ai aucune indemnisation, il faut le savoir. Et donc malheureusement tous les frais, je dirais, de crème réparatrice pour le visage, des frais de lunettes de protection, etc. Sont à notre charge. Donc il faut se battre, il faut prendre un avocat. Enfin bon, moi, il ne faut pas prendre un avocat spécialement, mais disons que l'idéal c'est de pouvoir prendre un avocat qui vous défend, je dirais, et qui peut justement, en ce sens, nous récupérer des indemnisations. Parce que, bon, par exemple, on a été, en partie, on a été expertisé. Il y a l'expertise, ça c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'on commence, pour être indemnisé peut-être plus tard, il y a la base, c'est l'expertise. Voilà, et là, c'est un peu aléatoire, on va dire. Tout à fait. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai été expertisé. Donc, par rapport, bien sûr, à mon état physique, l'état psychologique, ils étudient bien sûr tout. Et j'ai eu le rapport d'expertise il n'y a pas très longtemps et j'ai par exemple 15% d'IPP, d'incapacité permanente au niveau de l'État. Et parce qu'il se base là-dessus après pour vous indemniser. Et par exemple, bon, j'ai un collègue qui a exactement le même grief, je dirais, l'œil droit perdu, des cicatrices sur tout le visage. Il a été expertisé aussi par un autre expert.
et on n'a pas le même taux d'incapacité. Donc c'est même le flou à ce niveau-là. Le boulot, on peut en parler un peu, on a repris, on n'a pas repris, ça a été long, ça a été dur à reprendre. Ben, c'est-à-dire que le boulot, j'ai repris, donc moi personnellement j'ai repris le 8 janvier de cette année bien sûr. Et pourquoi? Parce que j'avais la chance de pouvoir marcher, de pouvoir conduire, bon parce qu'il me reste un œil mais je peux quand même conduire. Donc je pouvais quand même reprendre le travail. Je l'ai fait dans le but de ne pas tourner en rond, parce que quand vous restez chez vous, c'est pas bon, parce que vous faites que tourner en rond, et je dirais, c'est pas bon pour votre état psychologique, donc j'ai repris le boulot tout simplement pour ça, quoi, à la base. Bon, ça a été très très dur au début, parce que bon, les clients, malheureusement, ils voient votre visage, et puis bon, ils savent à peu près ce qui vous est arrivé, donc chaque client que vous voyez, ben, c'est toujours... Il faut ressasser. Bon, quelque part c'est normal, mais bon, c'est vrai, c'est très dur à oublier. Merci Laurent pour votre Avec témoignage. plaisir. Puis bon courage pour le reste. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous propose de vous redonner tout de suite les 2 numéros de téléphone des associations que nous venons de recevoir. La première, c'est Vivre après l'explosion d'AZF. Vous pouvez joindre cette association au 06 88 73 61 09 et au 05 61 54 17 23, mais seulement à certains horaires. Vous allez les voir apparaître sur votre écran. Donc il y a des permanences le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h à 13h. La deuxième association, c'est l'association des sinistrés du 21 septembre. Voici le numéro de téléphone 05 61 40 62 71, 05 61 40 62 71. On va marquer une longue page de publicité. On se retrouve après pour un second plateau, un plateau un petit peu plus pratique. Vous le verrez tout à l'heure. Restez avec nous. Spécial 6 mois après AZF, une édition à laquelle vous pouvez participer en nous appelant dès maintenant au 05 62 3 x 30, c'est le numéro du standard de TLT. Vos témoignages et vos questions nous intéressent, n'hésitez donc pas à nous appeler. Christophe, on enchaîne donc avec un deuxième plateau. Oui, on a choisi de se focaliser un peu pendant ce plateau sur d'abord le problème des copropriétés. Vous savez que souvent, aujourd'hui, on a l'impression qu'il reste des points noirs dans les copropriétés. Voilà pourquoi on a invité Marc Barcelot, bonjour. Bonjour. Pour représenter la CNAB à Toulouse. Oui. La CNAB, c'est la Confédération nationale des administrateurs de biens. Oui. Et ça comprend notamment ceux qu'on appelle les syndics de copropriété. Tout à fait. Olivier Jaffé, bonjour. Alors vous êtes un sinistré d'une rue qui est aujourd'hui tristement célèbre à Toulouse, c'est la rue Bernadette. Et donc on a choisi d'inviter un résident parce que c'est vrai que c'est une rue qu'on a beaucoup vue et qui est d'ailleurs, à juste titre, qui est très très endommagée. Vous nous direz un peu votre chemin de croix tout à l'heure. Et puis vous, Joël Tortard, c'est ça? Trottard. Trottard, pardon. Vous, alors justement, vous habitez dans une copropriété très, très importante, très conséquente. Elle s'appelle les Oustalous. Combien d'habitants? Environ 350 appartements. Donc, si on compte 2 ou 3 occupants par appartement en moyenne, vous voyez à peu près la population. Et de gros dégâts dans des tranches entières, des dégâts différenciés, divers, mais quand même de très très gros dégâts. C'est-à-dire il y a des appartements qui sont inhabitables, on a fait plusieurs reportages dessus. Totalement inhabitables, totalement détruits. Aussi bien les viseries extérieures que les panneaux extérieurs systématiquement détruits dans certains immeubles, que les cloisons intérieures, etc. des appartements. Beaucoup d'appartements sont inutilisables. Alors le problème c'est que quand il y a 400 personnes, enfin 400 appartements comme ça, il y a beaucoup de propriétaires. Et dans des situations d'urgence comme celle que vous avez dû vivre, eh ben, j'imagine que c'est difficile de fédérer tout le monde et surtout c'est difficile de faire que les choses aillent vite. Oui, ben, c'est-à-dire que dès le lendemain de l'explosion de la ZF, donc les assurances se sont mis d'accord sur une sorte de protocole, une sorte d'accord. Les parties immobilières privatives étaient laissées à la charge des copropriétés et des assurances des copropriétés. Et puis tout ce qui était embellissement, mobilier embellissement, c'est-à-dire les tapisseries, les peintures, etc., était à la charge des assurances privées. Donc personnelles de chaque propriétaire. Donc en ce qui concerne les assurances privées, généralement ça se passe pas trop mal. Mais le gros chantier, c'est évidemment l'immobilier dit privatif, les murs, les portes, les fenêtres, etc., qui sont à la charge des copropriétés. Et là, la situation peut être extrêmement différenciée, avec... Des fois, ça se passe bien, mais c'est pas notre cas, en moyenne. Et alors, ça dépend du travail du syndic, et ça dépend de l'attitude des compagnies d'assurance. Et nous, notre opinion aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est qu'après les belles paroles des premiers jours, des premières semaines après l'explosion,
Aujourd'hui, les grosses compagnies d'assurance et probablement Equad lui-même, c'est-à-dire l'assureur d'AZF, ont tendance évidemment à resserrer les boulons. Et on arrive à des situations où d'abord nous ne sommes pas satisfaits des résultats obtenus et où deuxièmement les affaires traînent en longueur. Est-ce que vous avez une idée de la durée durant laquelle ça va durer justement? Est-ce que vous avez, vous, dans votre tête, des échéances? Est-ce que vous vous dites tout sera prêt à telle date ou vous n'arrivez pas pour l'instant à l'imaginer? Vous savez, les gens des Oustalous, ils ont été, bon, on n'est pas les seuls, mais ils ont été quand même très touchés. Et moi, j'ai eu les premières réflexions des gens. Tout le monde, on était prêts, on savait qu'on allait y passer des mois quand on a vu l'ampleur des destructions. Bon. Et là, ça fait 6 mois. Et oui, alors on était prêts d'ailleurs à y passer des mois. On a été très patients. On est dans le provisoire durable depuis pas mal de temps. On ne s'est pas énervé, mais on avait au moins le sentiment qu'à un moment donné, on aurait une date limite qu'on pouvait échelonner. Ouais. Or, il y a des rebondissements permanents, en particulier sur des divers lots de plâtrerie, de ceci, de cela, et une attitude des compagnies d'assurance qui veulent faire des expertises dans le détail sur chaque appartement, très tard, pas des expertises qui auraient pu démarrer les premières semaines après l'explosion, 4 mois après, 5 mois après l'explosion. Marc Barcelot, comment se fait-il que les copropriétés posent davantage de problèmes que d'autres sites? Bien, déjà, la copropriété, c'est un contexte juridique très, très complexe. Monsieur l'a très bien dit, il y a des parties communes, des parties privatives. Il y a des copropriétaires, il y a des locataires. Il y a des assurances privatives, il y a l'assurance de la copropriété. Donc tout ça, ça fait un ensemble extrêmement complexe. Alors, je dirais que bon, moi je vais faire des généralités si vous voulez. Hein. On connaît bien le problème des Oustalous, qui est effectivement une copropriété qui est extrêmement touchée, une des plus touchées de Toulouse, gravement touchée. Mais je dirais que dans l'ensemble, si vous voulez, nous avons toutes sortes de sinistres. Des immeubles qui ont été légèrement touchés, de problèmes de vitrerie, de fenêtres, etc. Des parties communes relativement peu endommagées, et puis des copropriétés gravement touchées. Plus on va vers des sinistres importants, plus les montants sont importants, et plus évidemment la discussion avec les compagnies d'assurance est difficile, âpre. Je crois qu'il ne faut pas se le cacher. Hein. Les compagnies d'assurance vont payer une facture très lourde, et nous savons pertinemment que de toute façon la bataille sera très difficile. Je crois que nous les professionnels, nous en étions très conscients dès le départ. Souvenez-vous, on l'avait dit dès le début, on s'est battu, les professionnels, mais là, pour le dire dès le départ. Ça fait 6 mois, alors est-ce qu'on peut avoir une idée d'une date où tout sera réglé, ou à peu près en tout cas, puisqu'a priori ce monsieur dit, nous on ne voit pas de date, on en avait mis, mais ça n'a pas l'air d'avancer comme il faut. Dans les immeubles qui n'ont pas été très gravement touchés, où nous n'avons pas de destruction complète d'appartements, comme dans certains immeubles, et en particulier donc dans la copropriété des Oustalous, aujourd'hui nous avons pratiquement fait les travaux de fenêtres, porte-fenêtres. Nous avons mis de côté tous les problèmes concernant les embellissements des appartements. Pour l'instant, nous n'avons pas pu nous en occuper. Les compagnies d'assurance non plus, parce que les experts ont mis un temps fou à expertiser les copropriétés, et pour l'instant, je crois qu'on peut dire, ils ne se sont pas occupés des parties embellissements, des parties privatives. Donc, on est en train d'achever les travaux concernant les fermetures. Mais on les achève dans des conditions très difficiles, parce que nous avons bataillé jusqu'à Noël pour avoir ces fameux premiers acomptes, que nous avons réclamé à corps et à cri, que les copropriétaires ont réclamé, etc. Au mois de janvier, nous avons commencé à toucher les premiers fonds. On a poussé un grand ouf de soulagement. Mais je dirais qu'aujourd'hui, l'euphorie, entre guillemets, est un tout petit peu retombée, parce que actuellement, nous avons besoin de fonds pour continuer les travaux, payer les entreprises. Il y a des copropriétés dans lesquelles les entreprises ne peuvent pas être payées complètement, ce qui va générer des difficultés importantes. Il y a des copropriétés dans lesquelles nous n'avons pas encore la possibilité de rembourser les copropriétaires ou les locataires qui ont fait l'avance de leurs travaux. Et par conséquent, effectivement, nous sommes dans une situation aujourd'hui assez tendue. Est-ce que ça veut dire que dans certaines copropriétés, la situation va s'aggraver?
à partir de maintenant? Je pense que sur le plan des relations entre les copropriétaires et les assureurs, vraisemblablement, même très certainement, le syndic va être obligé, ça a déjà été fait dans beaucoup d'immeubles, je crois savoir, en particulier dans la copropriété des Outalous, qu'effectivement les confrères ont communiqué en permanence avec les copropriétaires. Il y a eu un nombre de réunions très importantes. Ça a été le cas aussi de beaucoup d'immeubles où les syndics essaient d'expliquer en permanence ce qu'ils font, là où ils en sont, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons avoir des financements pour financer les travaux. Nous ne les avons pas. Nous voulons que les experts nous terminent les dossiers, si possible, notamment dans les immeubles où nous n'avons pas été des sinistres extrêmement importants. Et actuellement, ça n'est pas possible parce que les assureurs veulent globaliser les dossiers dans un ensemble en copropriété et ils veulent que le dossier soit absolument complet pour le terminer. Et je pense que là, nous mettrons beaucoup de temps pour clôturer les dossiers. Pas fini. Peut-être une petite réaction de Joël Trottard et puis on passera à la rue Bernadette avec Olivier Jaffé. Oui, puisque les copropriétés sont chargées de la réparation des parties immobilières. D'abord, il faut être clair, elles ont une assurance. Cette assurance des copropriétés est censée quand même défendre les propriétaires. Faire une évaluation juste, bien sûr, mais au moins défendre les copropriétaires. Après, l'affaire est censée se passer avec Equad et les assureurs d'AZF. Mais dans un premier temps. Donc il faudrait que ça soit respecté et que déjà les assurances des copropriétés ne soient pas là pour enfoncer les propriétaires, pour minimiser systématiquement les dégâts. C'est le cas actuellement. Ben, il a fallu, par exemple, sur l'évaluation exacte des dégâts, monsieur en parlait tout à l'heure, un accord est intervenu à Noël. Il y a eu une tendance au début à la sous-estimation. Vous connaissez assez le problème du changement des huisseries. Est-ce qu'on fait tout sauter? Est-ce qu'on retape un peu, etc., etc. Il y a eu une tendance à l'écrasement au début. Donc il a fallu remonter toute cette pente. Et puis, comme l'a dit monsieur, après, il y a tout le reste. Alors Olivier Jaffé, vous êtes le syndic de copropriété, c'est vous, parce que vous aviez une maison qui était rue Bernadette. Oui. Pour autant, les problèmes ne sont pas plus simples. Votre maison, elle est en quel état aujourd'hui? Elle est détruite à 90% puisque les travaux de démolition ont commencé il y a 2 jours et donc il ne reste que les 4 murs. C'est-à-dire que vous allez devoir reconstruire à partir de ces 4 murs une nouvelle maison? Il va d'abord falloir, s'il y a une démolition aussi importante, c'est parce que les façades se sont écartées les unes des autres. Donc en fait, il faut tout démolir à l'intérieur pour recoller avec des planchers en béton, pour ressouder les murs. Voilà. On aurait pu imaginer d'ailleurs de tout détruire carrément parce que avec les différentes phases de démolition, les surcoûts en technique pour recoller les 4 façades, les 4 murs, finalement, on aurait pu repartir avec des murs neufs. Alors vous n'êtes pas seul dans votre rue, je crois qu'on va avoir des images précises. On a des images de la rue Bernadette qu'on va regarder. C'est pas votre maison, c'est la rue dans son intégralité, mais c'est vrai que c'est une rue particulièrement touchée par cette explosion. Dans le cadre de l'association Bernadette en colère, puisqu'on parle aussi des associations, j'ai réalisé une petite étude statistique, une photographie mi-février pour savoir un peu quelle était l'étendue des dégâts. Et c'est vrai qu'il y a plus de 85% des maisons qui sont touchées à peu près comme la mienne, quoi. Alors ce que vous dites aussi, c'est que gérer une situation comme ça, c'est usant, et de plus en plus. C'est usant parce qu'en plus on a démarré très vite. Moi j'ai la chance d'avoir dans ma famille un oncle ingénieur en béton armé qui est venu de Marseille tout de suite et qui m'a dit bon, ta maison elle est très abîmée, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout de suite tu prends un rendez-vous avec la Socotec parce qu'il faut faire une expertise technique, il y aura sans doute ça à faire, etc. Donc nous on a foncé. Et on s'est dit, bon, ça va aller, etc. Le problème, c'est que d'abord, on a sous-estimé, dans un premier temps, nous aussi, l'étendue des dommages et on ne voyait pas tout, quoi. Et dans les 15 jours, 3 semaines, 1 mois qui ont suivi l'explosion, la maison a continué à se fissurer et ce qui semblait pas grave devenait grave. Là aussi, objectivé par les architectes de l'urgence, etc. Et quand on a commencé à comprendre qu'effectivement, il y avait un mur qui pouvait tomber complètement, ou en tout cas qui s'était complètement décollé des 3 autres, et bien là on a mesuré l'importance des dégâts.
Alors tout à l'heure, pendant la pause de publicité, vous nous disiez que c'était énormément d'énergie quand on est sinistré, parce qu'il y a beaucoup de papiers à faire, il y a beaucoup de choses à s'occuper, que c'était aussi beaucoup de conflits dans la famille, parce que la fatigue aidant... Comment vous faites, oui? Non, on n'y arrive pas, bien évidemment, on n'y arrive pas. D'abord, il a fallu comprendre le dossier dans lequel il fallait qu'on s'immerge. Après, il a fallu comprendre, en ce qui nous concerne en tout cas, qu'on ne s'en sortirait pas tout seul, parce qu'on allait y perdre des plumes dans les conflits, dans les incompréhensions avec les experts d'assurance. Parce que moi, j'ai été, excusez le mot, il est un peu galvaudé en ce moment, mais j'ai été très naïf au début. Parce que j'ai cru qu'en étant de bonne foi, on pouvait s'expliquer avec l'expert de l'assurance. On est client, on est victime. Donc normalement, moi je pensais qu'on pouvait mettre les choses à plat et discuter d'une façon simple du dossier. Et en fait, je me suis aperçu, dès la première négociation pour la consolidation et l'évacuation des gravats, que c'était du maquignonnage, qu'il fallait marchander. Et moi, je ne sais pas le faire. Très bien. Merci. Écoutez, en tout cas. Ce sera le mot de la fin. Je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes. Vous allez retrouver d'abord votre magazine en ville. Et puis, on enchaîne avec un autre plateau. Restez avec nous. De retour sur le plateau TLT pour cette édition spéciale 6 mois après AZF. Je vous rappelle que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au standard de TLT 05 62 3 x 30, 05 62 30 30 30. Vous pouvez nous poser toutes vos questions ou en tout cas témoigner. Ça nous intéresse. N'hésitez pas, Christophe. Oui, et un plateau avec des représentants précis de la ville et de l'État qui évidemment sont aux premières loges depuis 6 mois avec Françoise de Virinas, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint au maire de Toulouse. Jean-Luc Marx, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cabinet du préfet de région. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, on va parler des mobil-homes. C'est vrai qu'un certain nombre de mobil-homes ont été installés à Toulouse et dans l'agglomération. Eh bien, Bruno Corredon de TLT a rencontré Michel. Michel a été relogé dans un mobil-home qui se trouve route de Launaguet. Et il est à la tête du collectif des habitants de ces mobil-homes. Et alors après l'élan de solidarité qui a suivi la catastrophe, lui a plutôt un sentiment d'abandon. Regardez. Pour l'instant, au niveau du relogement, nous en sommes toujours pareil, quoi. Il n'y a rien qui bouge. Vous avez 8 sites en tout, répartis un peu dans tout Toulouse et un peu à l'extérieur. Et sur ces 8 sites, donc sur ces 135 familles, vous en avez à peine une dizaine qui sont parties. Ici même sur ce site, il n'y en a qu'un. Depuis maintenant 5 mois que nous habitons ici et depuis 6 mois l'explosion d'AZF. Les mesures, elles ont été prises, soi-disant elles ont été prises, puisque maintenant vous avez des réunions de travail tous les 15 jours qui se font avec les HLM, le sous-préfet et l'association UCJG Robert Monnier qui est là pour nous reloger. Le problème c'est qu'ils ne s'entendent pas du tout entre eux. Nous, on nous fait miroiter des appartements qu'on n'a pas. Soit ils sont déjà loués, quand on arrive pour les visiter, ils sont déjà loués. Ou alors on nous propose des appartements qui sont dans des coins qu'on ne veut plus. Parce que ça a été détruit et que psychologiquement ça ne va pas le faire, quoi. J'ai des amis qui ont déjà trouvé des appartements alors qu'ils ne sont pas du tout sinistrés. Et il y en a beaucoup comme ça, à qui ça arrive. Donc prioritaire on devait l'être, mais on s'aperçoit dans la réalité qu'on n'est pas du tout prioritaire. Donc les propriétaires et les HLM font vraiment ce qu'ils veulent, quoi. C'est vraiment l'offre et la demande. Voilà, donc une personne qui n'est pas très contente. Françoise de Virinas, peut-être une réaction? Bien, je comprends très bien la réaction de ce père de famille. Nous avions 114 familles qui étaient dans les mobil-homes. Aujourd'hui, il y en a 104. Donc 10 familles ont pu être relogées. Il y a 77 familles qui sont à reloger. Et il y a 27 familles qui pourront revenir dans leur appartement qui est en travaux à l'heure actuelle. Alors c'est vrai qu'il est important que tout le monde se mobilise, tous les HLM se mobilisent, publics et privés, pour proposer en priorité des logements à ces familles. Il ne faut pas oublier que les organismes HLM ont eu plus de 1000 familles à reloger. Il y a en plus, bien sûr, ces 100 familles qui sont dans les mobil-homes. Alors, à la préfecture, sous la responsabilité du sous-préfet à la ville, se tient maintenant régulièrement une réunion. Nous savons exactement ce qu'a recherche chaque famille. Il est important
de savoir. Mais est-ce que vous avez les moyens de répondre à leurs demandes aujourd'hui? Parce qu'on a quand même relogé déjà beaucoup de gens. Bien sûr, aujourd'hui, il est certain que les organismes HLM commencent à être de plus en plus en difficulté pour proposer de nouveaux logements. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est trouver le logement qui correspond à ce qu'attend la famille. Parce que chaque famille a été vue par l'association Robert Monnier pour savoir la composition de la famille, le quartier où elle veut habiter, où elle habitait, en fonction de la scolarité des enfants, en fonction de l'emploi du père ou de la mère de famille. Et à partir de cette étude qui est faite, et maintenant à la préfecture comme à la ville, nous avons exactement ce qu'a besoin chaque famille, et sous la responsabilité de M. Mathieu, auquel qu'il me soit permis de rendre hommage pour le travail qu'il fait et qu'il a fait dans tout ce sinistre AZF. Il réunit régulièrement les organismes HLM, et c'est sous la responsabilité de l'État que de dire à un organisme HLM, alors, vous devez loger en priorité. Est-ce qu'il y a vraie priorité alors? Ce monsieur a l'air d'en douter, mais réagissez. Je crois que d'abord la situation, comme l'a dit Madame de Vérinas, la situation de ces familles est disparate. Il faut regarder chaque cas. Chaque cas mérite intérêt et attention dans un contexte qui est tendu. Il est tendu sur le marché de l'immobilier à Toulouse, oui. C'est une évidence. Il faut néanmoins la rappeler. Ce qui est certain, c'est qu'ensemble, nous sommes attelés à la même tâche, c'est le relogement de ces familles en mobil-home actuellement dans des délais les plus courts possibles. C'est-à-dire, on va faire en sorte qu'à l'été, la situation soit beaucoup plus claire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Avec un mouvement donc, qui s'est enclenché, une dizaine de familles relogées, il va falloir que l'on inverse, si j'ose dire, la tendance. Si la majorité des mobil-homes sont encore aujourd'hui très largement occupés, il va falloir qu'on puisse parler dans des minorités, tout à fait. C'est une tâche difficile. Je ne voudrais pas faire une comparaison que certains vont juger hardie ou maladroite avec d'autres sinistres. Pensez à la Somme. Aujourd'hui, il y a encore des sinistrés de la Somme, il faut le dire, en mobil-home. C'est une tâche difficile pour les responsables du logement, c'est une tâche difficile pour les élus et les pouvoirs publics qui y sont attelés. Tous les offices à HLM jouent le jeu? Ben, écoutez, moi je suis présidente d'un organisme HLM qui s'appelle l'OPAC, qui fait son travail, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler au cours de ce débat. Il est certain que les organismes HLM, il y en avait 3 qui ont été aussi très touchés, oui. Donc il y a aussi les autres, et n'oublions pas que nous sommes dans une ville et sur une région, une agglomération, où les demandes de logements sociaux sont plus importantes que ce que nous pouvons proposer comme logement. Oui. N'oublions pas non plus qu'il y avait certes de la vacance dans les logement HLM, alors on pourrait dire mais prenez cette vacance, mais elle était sur les quartiers sinistrés, et ce sont donc des appartements qui sont aussi très sinistrés parce qu'ils n'étaient pas habités. Alors vous le savez, nous avons décidé de permettre aux Toulousains de nous appeler en direct sur TLT pour nous poser leurs questions, et c'est le cas. Nous avons une dame au téléphone, je crois. Madame, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour madame, vous souhaitez intervenir sur notre plateau en direct? On vous écoute. Oui, j'ai un problème, je pense, avec mon assurance qui m'a fait... Bon, je suis locataire, hein, donc les portes-fenêtres ont été prises en charge par le propriétaire, et par la suite, j'ai des fissures qui sont apparues sur pratiquement tous les plafonds. Donc j'ai fait un rapport, la semaine dernière, j'ai un expert d'assurance qui est passé, et qui n'a pas voulu reconnaître la totalité des dégâts pour commencer. Hein. Sur un devis de 10 000 francs, il ne m'a accordé que 4 300 francs de prise en charge. Et en plus, il m'a fait signer un papier, enfin une attestation de l'assurance, qui est le groupe AMA. C'est une clause dans laquelle je m'engage à ne pas poursuivre la compagnie d'assurance. Alors, est-ce que je voudrais savoir si c'est légal, est-ce que j'ai un recours maintenant, enfin... D'accord, alors on va peut-être demander à Jean-Luc Marx. Oui, je ne suis pas un spécialiste en droit des assurances et je ne répondrai pas sur le cas particulier de madame, malheureusement. Cette dame peut s'adresser où? Ce que je lui suggère, c'est de s'adresser à notre cellule assurance logement, de telle sorte que nous puissions traiter son cas de façon spécifique avec les spécialistes qui, au bout du téléphone, vont prendre en considération sa situation. Je pense que c'est un point très important. Monsieur Marx a raison de rappeler qu'à la ville de Toulouse, nous avons mis en place une cellule assurance où il y a 5 personnes qui sont des personnes qui connaissent les dossiers d'assurance puisqu'ils sont eux-mêmes assureurs et qui vont la conseiller
lui dire si ce qu'elle a fait, il fallait le faire, ne pas le faire, qui prendra contact avec leur assureur et qui feront une médiation entre elles. Pour assurer la liaison entre elle et son assurance. Tout à fait. Par contre, elle m'a fait réagir à quelque chose, c'est quand elle a dit « nous voyons des fissures qui arrivent un peu partout ». Nous avons aussi un certain nombre de familles qui nous téléphonent à notre cellule d'accueil et qui nous disent « nous avons eu des travaux faits, ils sont mal faits, on n'est pas content ». Alors là aussi, je voudrais dire aux Toulousains qui nous écoutent aujourd'hui qu'il faut qu'ils appellent cette cellule assurance ou alors aller sur place à la cellule reconstruction où on les conseillera. Alors, on va peut-être leur dire où c'est précisément. Si cette dame veut, par exemple, entrer en contact avec cette cellule, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone particulier? On appelle la mairie? Comment ça se passe? On appelle la mairie, on la dirigera vers la cellule qui pourra le mieux répondre à ces questions. Et je voudrais dire qu'au niveau de la cellule reconstruction, nous sommes en relation avec des bureaux de contrôle. Et nous signalons au bureau de contrôle lorsqu'il y a effectivement des malfaçons qui sont aussi la suite extrêmement difficile à vivre pour les sinistrés. Ils se sont battus pour que les travaux se fassent. Aujourd'hui, ils ne sont pas toujours contents de leurs travaux. Il faut donc aussi qu'on les aide à cette difficulté-là. Alors le problème des assurances, le problème effectivement des mauvaises surprises comme les fissures qui apparaissent, Jean-Luc Marx, pour vous, est-ce qu'il y a d'autres points noirs aujourd'hui, 6 mois après? En matière de logement? Oui. Écoutez, il y a une situation globale qui est, je crois, le témoignage des efforts qui ont été conduits par l'ensemble des collectivités notamment, qui montre que, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le plateau précédent, dans le parc public, nous avons, je crois, réalisé plus de 90% des travaux de réhabilitation des portes-fenêtres. Dans le parc privé, qui a subi des dégâts importants, même si le nombre de logements concernés est un petit peu plus faible que dans le parc public, c'est de l'ordre de 17 000 pour le parc public et de l'ordre de 13 000 à 14 000 pour le parc privé, nous avons une situation qui est plus contrastée, où, on le voyait donc encore une fois tout à l'heure, dans le cas de difficultés... Il reste de gros problèmes. Il reste, sur certains on sites, est encore sur du provisoire durable, et on a un peu de mal à passer à du durable. Mais est-ce qu'on peut déjà avancer une date pour ces cas particuliers? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez une idée de l'aboutissement de tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Une date, j'aurais du mal, l'État aura du mal à avancer une date parce que c'est pas lui qui a en main l'ensemble des clés de ces dossiers. Par définition, ce sont des conflits de droit privé entre un certain nombre de propriétaires, de locataires et leur assureur. Donc on entre dans une mécanique sur laquelle l'État n'a pas la totale maîtrise, loin s'en faut. Le pouvoir que l'on a et que l'on a déjà utilisé, c'est de fixer des seuils en termes d'expertise. Ils l'ont été dès après la catastrophe, de telle sorte que les réparations, je vais reparler en francs, pardonnez-moi, en dessous de 10 000 francs, pas d'expertise, de 10 000 à 300 000, une expertise, et la contre-expertise seulement au-delà de 300 000. Donc on a fait en sorte que les contentieux, si contentieux il doit y avoir, puissent se résoudre le plus vite possible. Et nous sommes toujours évidemment dans cette logique. La direction des assurances du ministère de l'économie et des finances plaide de cette façon-là auprès des compagnies d'assurance qu'elle a la charge d'informer. Mais on a l'impression qu'il y a eu effectivement des accords avec les assureurs, avec également Total Finahelf, qui restent quand même sur les terrains des situations de blocage, des situations critiques, malgré tout ça. Ah ben tout à fait. Il y a eu à peu près tous les 15 jours au tribunal une réunion avec Equad, qui est l'organisme à qui Elf a confié cette négociation de litige au niveau des assureurs. On avait la Fédération des assureurs de France, on avait la Fédération des mutuelles d'assurance et le Conseil général, la ville de Toulouse, bien sûr, l'État représenté. Et avec ça, on a pu, à force de trouver des billets d'entente, de se battre aussi, d'exiger au nom des sinistrés. Il y a eu un accord qui a été signé par lequel Elf dit je ne prendrai pas de vétusté. Donc on ne tiendra pas compte de la vétusté. A dit je réglerai le plus rapidement possible, mais amenez-moi les dossiers. Et on ne sait pas, il y a des moments où nous n'arrivons pas à comprendre comment les uns attendent des dossiers
en disant nous donnons les feux verts pour payer, et puis les dossiers n'arrivent pas. Alors à un moment donné, c'est là où nous avons eu un moment d'incompréhension. Et on s'est aperçu qu'effectivement, expertise contre expertise, et puis surtout, des experts venant de la France entière appliquaient le règlement habituel et n'appliquaient pas le règlement pour lequel on s'était entendu ici à l'échelon local, c'est-à-dire celui de ne pas prendre en compte la vétusté. Bon. Alors, à des moments, il fallait... Et je peux vous dire que ça a été un travail dur de rappeler en permanence au nom des sinistrés un certain nombre de règles, de les exiger. Vous avez entendu parfois le maire de Toulouse de parler à très haute voix. Et on peut parler par exemple du fonds pour aider les personnes à avoir des fenêtres et des portes durables. Alors, on a eu un peu plus de 1000 dossiers. Sur 1000 dossiers, il y en a un peu plus de 200 pour lesquels nous avons eu à payer. Mais les autres se sont débloqués parce qu'à un moment donné, ça a fait un effet levier, ça a fait un effet booster. François Geverniaz, mais c'est bien, vous êtes une batailleuse, mais ça on le sait, je crois. On le savait, hein, allez, ici. On va finir, oui, tout à fait, puisque vous le savez, aujourd'hui, une manifestation des salariés du pôle chimique a eu lieu à Toulouse. Je vous propose de regarder ces images. Quelques 1800 personnes selon la police, 2500 selon les syndicats, défilaient donc bruyamment aujourd'hui dans les rues de Toulouse pour demander le redémarrage en sécurité du pôle chimique dont les activités sont suspendues, vous le savez, depuis l'explosion. Le cortège de salariés de tout le pôle chimique toulousain et d'autres usines de toute la France est parti de l'usine AZF au son des sirènes, vous en entendez quelques-unes, de klaxons et de pétards pour gagner le centre-ville, puis la préfecture, où une délégation de l'intersyndicale a d'ailleurs été reçue vers 15 h. Un lâcher de ballon symbolisant les 8000 emplois qui s'envoleraient en cas de non-redémarrage du pôle a été donc effectué devant la préfecture cet après-midi. Voilà, et on peut regretter aussi que notre équipe de reportage n'ait pas été très bien traitée, mais par une minorité de manifestants. Christophe, on se retrouve après une page de publicité avec cette fois un plateau consacré aux écoles, aux lycées et aux collèges. Restez avec nous. Route de la fortune. De retour sur le plateau de TLT pour cette édition spéciale AZF 6 mois après, une émission à laquelle vous pouvez participer. Pour cela, vous nous appelez dès maintenant au 05 62 3 x 30, c'est le standard de TLT. Sachez que pendant 20 minutes, nous allons parler maintenant des lycées, collèges et écoles qui ont, vous le savez, payé un lourd tribut à cette catastrophe, Christophe. Oui, avec à ma gauche Laurence Guélouis, bonjour. Bonjour. Vous êtes lycéenne au lycée Françoise. Un lycée qui a énormément souffert. Françoise Martinez, vous le connaissez ce lycée puisque vous en êtes le proviseur adjoint. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cyril Rézig, vous êtes lycéen à Galigny. Galigny, de même, très touché par l'explosion d'AZF. Mokhtar Kachour, bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur académique adjoint. Et nos téléspectateurs vous connaissent, on vous sollicite souvent. Alors peut-être la première question, 6 mois après. Oui, c'est vrai que nous avons 2 lycéens avec nous également dans les gradins. Je ne vous avais pas oublié, c'était juste un petit moment d'égarement. Marie-Neige Dany, donc vous êtes également au lycée Françoise avec Laurence. Et Aurélien Prieto, vous venez également du lycée Françoise. On va en parler. Alors peut-être la première question, c'est 6 mois après, dans quelles conditions aujourd'hui, et je m'adresse peut-être aux lycéens, vous travaillez. On va peut-être commencer avec vous, Cyril. Aujourd'hui, donc le lycée Galigny, on le sait, est particulièrement endommagé. Donc vous, aujourd'hui, vos cours, ça ressemble à quoi? Vous suivez des cours où? Là, ils nous ont mis actuellement sur le lycée professionnel Roland-Garros. Ils nous ont aménagé des algécos pour les salles de cours. Et comment ça se passe? Et ils ont essayé de faire de leur mieux. Mais bon, il y a encore des manques pour le niveau des ateliers. Beaucoup de classes ont encore des manques d'ateliers. Ils essayent de suivre dans d'autres établissements. D'accord, donc ça veut dire que vous êtes dispatché sur plusieurs sites? Il y en a qui sont en carrosserie hors département même, il y en a encore. Et il y en a à René-Bonnet, il y en a un peu partout dans d'autres établissements de Toulouse. Donc concrètement, aujourd'hui, ça vous pose quel genre de problème? J'imagine de transport peut-être? De transport, ceux qui habitaient à proximité de la rue Bernadette, c'est-à-dire à côté de la route d'Espagne, étant mon cas. Et oui, beaucoup de transport, des lignes de bus auxquelles on n'était pas habitué. Il y en a qui habitent dans d'autres départements. Donc, Vous avez l'impression que ça va bousiller votre scolarité cette année? Excusez-moi le terme, mais...
Bousillé peut-être pas, mais ça va faire un changement au niveau de... Peut-être au niveau de l'examen, je sais pas, peut-être faudra-t-il... Adapter l'examen par rapport à la... On va peut-être justement demander à Dr Cachour. Non seulement c'est envisageable, mais ça a été envisagé très vite. Je rappelle que le ministère a été saisi, l'inspection générale des disciplines est venue à Toulouse dans les 15 jours qui ont suivi, et le programme des examens, je crois pour rassurer les familles et d'abord les candidats dans différentes formations, les programmes ont été non pas élagués pour être dits des programmes d'examen au rabais. On parle même d'examen AZF, etc. Je crois que très tôt, il a été dit et surtout fait que les examens étaient faits en fonction des programmes qui ont été effectués. Mais je voudrais faire une remarque, m'appuyant sur une réunion d'il y a 2 jours avec les chefs d'établissement concernés. C'était l'extraordinaire manque très faible. Il y a eu très peu d'heures de perdues pour Gallieni et Françoise. Je crois qu'il faut le dire cela. On est à moins de 5% d'heures perdues, ce qui est extraordinaire. On va demander à Madame le proviseur adjoint, peut-être. Ben oui, très rapidement, je crois qu'il y a eu une cellule de crise qui a vraiment pris l'initiative de chercher par tous les moyens comment on pouvait éviter de perdre du temps et des enseignements pour nos élèves. Donc nous étions en lycée professionnel et la plupart des élèves ont soit anticipé leur stage, soit prolongé les stages, puisque quelques-uns étaient déjà en stage. Je voudrais souligner la solidarité des entreprises qui vraiment ont fait le maximum pour accueillir très rapidement les élèves, et donc ça nous a permis d'arriver à Toussaint pour prendre place dans les Algeco, puisque nous aussi, lycée Françoise, nous sommes relogés dans des Algeco. Nous sommes relogés sur le site du lycée Rive-Gauche. Et d'une manière progressive, nous avons pris possession des Algeco, des murs, mais aussi des installations, du matériel. C'est quand même des grands Algeco, hein. Oui, il y a des Algeco de 30 à 35 places. Et puis on a attendu le mobilier petit à petit, puis ensuite ça a été l'installation informatique. Et voilà, et actuellement, on peut dire qu'on a des conditions normales d'enseignement. Hein. Justement, on va peut-être demander à Laurence comment ça se passe au quotidien quand on étudie donc, dans ces Algeco. Maintenant, ça se passe bien. On a tout qui fonctionne correctement. C'est vrai qu'au départ, c'était lent, parce qu'il n'y avait rien qui marchait correctement. Ordinateur, surtout nous, qui avons beaucoup d'informatique pour tout ce qui est tertiaire. Et bon, maintenant, on n'a plus de problème. On est bien, on a des locaux agréables, ça, bon, il y a toujours le choc de se dire lycée Françoise, parce que quand on voit qu'on arrive au lycée Françoise, c'est pas notre lycée, c'est pas ça. Et en plus ça, on est dispatché, puisqu'il faut pas oublier que nous, tout ce qui est tertiaire, enfin, une partie, on est sur le Mirail, mais les ventes sont au lycée hôtelier et les coiffeuses sont à Scolartel. Donc là encore, hein, c'est dispatché, comme on le disait, pour le lycée Gallieni. Donc on aimerait les rapprocher de nous, comme elles aimeraient se rapprocher aussi de nous, parce que c'est pas Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez... c'est un jour comme les autres, ou vous avez une pensée particulière? Non, j'y ai pas pensé, parce que moi j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir des heures de cours assez lâches, donc de me retrouver avec des camarades à moi, donc je n'ai pas eu le temps d'y penser, j'y ai pensé parce qu'on a fait une réunion. Voilà, on a fait une après-midi particulière, puisque j'ai souhaité rassembler tous les élèves et tous les professeurs des 3 sites. C'était un temps fort, et en accord avec monsieur le proviseur, on a quand même retenu la date, parce que c'est important de se retrouver 6 mois après. Parce que jusqu'à présent, c'était pas de mise, c'était pas prioritaire. L'objectif d'une telle réunion, c'est quoi? C'est d'en parler, d'en discuter, notre objectif, c'était d'abord de les rassembler, qu'ils puissent expliquer chacun comment ils vivaient leur vie de lycéen Françoise sur le site Skoldar ou sur le site du lycée hôtelier. Je veux dire que nous sommes les mieux lotis sur le lycée Rive-Gauche, dans les Algeco du lycée Françoise. Au lycée Skoldar, ils ont des locaux exigus, ils ont du mobilier qui provient de 3 salons que nous avions au lycée Françoise, et on avait, comme on se plaît à le dire, quand même un équipement 4 étoiles pratiquement. Et là, vraiment, la section coiffure le ressent très durement, aussi bien les professeurs que les élèves. Le lycée hôtelier se caractérise par un meilleur accueil, certes, mais ils ne peuvent pas donner exactement tout ce que l'on pourrait attendre, donc on manque de salles. Dès qu'on dédouble les classes pour fonctionner, on a de gros problèmes. Voilà.
Je crois qu'il ne s'agit surtout pas de minorer toute la difficulté, les épreuves, les efforts des uns et des autres. On parlera aussi de la solidarité nationale et locale. Mais ce qu'il faut dire tout de même, c'est l'ampleur de la catastrophe. Qui pouvait prévoir l'ampleur de la catastrophe? Et que le temps de réactivité, les habitudes ont été bousculées. On ne travaille plus de la même façon. On n'a pas les mêmes circuits de transport. On n'a pas les mêmes contraintes. Je dirais que ce qui a été sensible dans le rapport d'ensemble qui a été fait il y a 2 jours avec les chefs d'établissement, c'est actuellement, après une période très difficile pour les 2 lycées, donc à la fin du 2e mois notamment, novembre-décembre. Actuellement, donc, il y a le rétablissement d'un mode de fonctionnement qui a encore ses difficultés, on comprend bien ce que viennent de dire les lycéens, mais qui est la preuve manifeste de tout ce qui a pu être fait. On ne pouvait pas travailler de la même façon après le 21 septembre, vu l'ampleur de la catastrophe. Cette ampleur a conduit à des solidarités, je le dis encore une fois, nationales et locales, mais aussi une façon d'être comme jeunes citoyens ou comme citoyens, les personnels, tous les personnels, pas seulement les personnels enseignants bien sûr, tous les lycéens et les familles donc, qui elles-mêmes étaient parfois sévèrement touchées dans leur propre patrimoine et leur mode de vie. Donc incontestablement, on ne peut pas dire que ce qui se passe après était facile à gérer, facile à vivre. Je crois que c'est tout à l'honneur et à l'actif des lycéens. Les inquiétudes, il faut les lever comme elles ont été levées très vite par rapport aux examens. Ce ne sont pas des examens au rabais. Certainement pas, surtout dans la validation des acquis professionnels, acquis d'une formation. 2, il y a un aménagement qui est un véritable aménagement de situation d'examen, donc par rapport à la validation de ces diplômes. Mais la vie n'est pas faite que de diplômes, elle est faite aussi de réaction à une catastrophe. Et la façon dont les lycéens, je le dis sans aucune démagogie, et les personnels et les familles ont réagi, c'est aussi formateur d'une certaine façon d'être dans la cité. Est-ce que vous avez déjà une idée, une date peut-être à avancer qui pourra permettre à ces lycéens de se retrouver sur un site unique? Enfin, je pense tous les lycéens de Galligny sur un même site, tous les lycéens de Françoise sur un même site, ou c'est pas encore envisageable pour le moment? C'est très compliqué au sens, par exemple, sur les formations professionnelles, un plateau technique précisément est sur le point d'être supplémentaire, qui va faciliter les regroupements dans certaines filières, certaines formations spécifiques. L'autre aspect, c'est la capacité qu'a la communauté toulousaine aussi de donner un certain nombre de regroupements. On n'a pas parlé aussi de l'internat. Il y avait des internats sur plusieurs sites. Il y avait de la demi-pension, voire sur plusieurs sites. Donc les premiers mois ont été d'une complexité à gérer, extraordinaire pour les élèves. Ils avaient un petit peu le tournis, on peut comprendre, donc dans tous les sens du mot. Actuellement, il y a bien l'idée, avec les responsables, les corps d'inspection techniques concernés, d'essayer de trouver une solution qui permette des regroupements en masse importante horaire, mais aussi en qualité d'offres de formation. L'autre aspect, je crois qu'il y a les présidents des collectivités concernées pour les collèges et surtout pour les lycées, c'est le problème à moyen terme donc de la reconstruction des lycées et sur les sites proprement dit, etc. Donc ça, c'est un autre débat. Eh bien justement, je vous propose d'écouter Martin Malvy. Nous l'avons, donc le président du conseil régional, nous l'avons interviewé au sujet des lycées. Donc 6 mois après, je vous propose de l'écouter. Nous avons été amenés à mettre en place 7000 mètres carrés de classes préfabriquées, ce qui est considérable, 7000 mètres carrés en quelques mois. Nous poursuivons encore d'ailleurs les travaux. À Roland-Garros, nous sommes en train de construire un foyer pour les jeunes. Nous venons de déposer le permis de construire pour un atelier qui va être construit derrière Roland-Garros, 5000 mètres carrés d'atelier, sur un terrain que nous achetons à la ville de Toulouse. Donc un dispositif lourd sur les lycées. Ceux qui pouvaient être restaurés, ceux qu'il faudra reconstruire dans l'avenir. Déodat-Séverac fait partie de ceux qui ont subi les dommages les plus lourds aussi. La réparation n'est pas encore engagée à Déodat-Séverac. Tout l'externat notamment a souffert, doit être reconsidéré intégralement. Nous avons aussi apporté des aides aux établissements scolaires pour assumer des dépenses exceptionnelles qu'ils avaient à assumer. Et puis nous reconstruirons Gallieni et Roland-Garros, sans pour autant, nous l'avons dit, ralentir l'effort que nous faisons sur les autres lycées, à la fois de l'agglomération toulousaine et de la région. Oui, et puis on va aussi parler des collèges, bien sûr, des collèges qui ont été touchés. Les collèges, c'est du ressort du Conseil général et on a interviewé à ce sujet, c'est Arnaud Sigut qui l'a fait. Pierre Izard, le président du Conseil général, écoutez-le. Les collèges, pour la plupart, sont restaurés. 3 collèges restent encore sinistrés. Un collège reste entièrement sinistré et c'est celui qui nous donne le plus d'inquiétude, le collège Stendhal au Mirail, qui lui fonctionne avec des Algeco. Je ne vois pas comment on pourrait déplacer
le collège à partir du moment où tout le monde souhaite que la population reste sur place. Le collège fait partie de ces établissements de proximité indispensables à la vie locale, à la vie de quartier. Mon souhait est donc que l'on continue à privilégier le maintien de la population et donc le maintien du collège Stendhal. Peut-être une réaction, Mokhtar Kachour, à ce que vous venez d'entendre au propos de Martin Malvy puis de Pierre Izard. Ce qui est important, c'est pour le collège Stendhal dont vient de parler le président Izard, c'est la durée des travaux. L'espace tel qu'on le connaît, j'ai visité fréquemment bien sûr le site de Stendhal, il y a des difficultés qui vont apparaître, de nouvelles, c'est-à-dire la continuation de l'occupation d'un espace restreint avec des équipes qui ont donné tout d'elles-mêmes, qui continuent de donner tout d'elles-mêmes, mais qui vont être aussi soumises à près de 2 ans, 2 ans de mobilisation sur le même site. Donc il va falloir, pour nous, l'accompagnement des autorités départementales et académiques, apporter tout le soin en matière de moyens complémentaires, d'aide spécifique, pour que le séjour des collégiens, de Stendhal notamment, les autres collèges, comme le dit le président Izard, ont réintégré pratiquement, il reste quelques détails de travaux. C'est le collège Stendhal qui m'apporte les plus grands soucis en matière de l'équipe complète de la communauté scolaire, personnel et élèves et familles sur 24 mois ou un peu plus de vie pédagogique et de vie sociale sur un site très restreint, puisqu'il y a encore le site en reconstruction éventuelle après donc les décisions qui seront prises, les dizaines d'algécos qui sont sur étage aussi, qui fait que l'espace est très restreint. Chacun, le proviseur donc est sur ce plateau, chacun des élèves, lorsqu'on réduit de moitié l'espace de jeu, l'espace social de déambulation, il se présentera un certain nombre de difficultés. Pour peut-être parler des écoles primaires, tout à fait. Ce qui est intéressant, ce matin, il y avait le conseil départemental de l'éducation nationale pour la préparation de la rentrée. Je dirais un petit mot très bref. Nous avons eu, au moment de la catastrophe, l'octroi d'une trentaine de postes, 30 postes, donnés par le ministère en situation de crise pour apporter une aide spécifique sur toutes les écoles qui étaient délocalisées et un appui aux élèves, etc. Nous avons eu donc l'information, la confirmation du maintien pour l'année 2002-2003 de ce contingent de 30 emplois qui permettront de ce que l'inspecteur d'académie avait annoncé, c'est-à-dire, en termes précis, le moratoire. Donc il n'y a pas de mesure de carte scolaire avant AZF et surtout après AZF pour des écoles qui ont été touchées par des pertes d'effectifs, etc. Donc c'est à la fois le moratoire, mais c'est aussi l'accompagnement qui a été fait au plan financier et au plan des cellules d'écoute et de l'aide médico-psychologique qui a été importante, puisque, on pourra peut-être en parler un petit peu, les traces sont encore tout à fait importantes. Il y a eu beaucoup de consultations, dans le bon sens du mot, d'entretiens conduits par les psychologues donc les cliniciens, dans les collèges, dans les lycées et dans les écoles, qui montrent bien que parler de la catastrophe, 6 mois après, il y a encore bien des choses à dire, à formuler. à évacuer. Justement, on va peut-être reposer la question à Marie-Neige et à Aurélien qui sont dans les gradins et que nous n'avons pas oublié. 6 mois après, psychologiquement parlant, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez réussi à passer ce cap difficile de l'après-catastrophe? Où vous en êtes psychologiquement? Comment vous vous sentez? Eh bien, psychologiquement, c'est pas vraiment évident. Parce que pour se concentrer en cours, dès que l'algéco, c'est pas très épais. Et donc dès qu'il y a un peu de vent, si l'algéco bouge, c'est vrai que souvent on sursaute et même les professeurs... Vous n'êtes pas rassuré quand non, les on n'est pas rassuré, surtout qu'en plus on est à côté d'AZF, on n'est pas parti très loin, on est sur, du lycée on la voit la tour, donc mais bon. Et après ce qu'il y a sur le lycée, je voulais dire, c'est que dans les algécos ça se passe assez bien quand on n'est pas beaucoup en classe, quand on n'est pas une trentaine. Et sinon, ce qui se passe, c'est que l'été arrive bientôt, on va passer le bac sûrement dans les algécos, on n'a pas de rideau aux fenêtres, déjà il commence à faire très chaud. Alors ils arrivent, c'est pas évident. Et je tenais à dire aussi pour les coiffeuses de Françoise, elles travaillent dans des conditions précaires, parce qu'elles travaillent en fait dans des sous-sols, ça il faut le dire. D'accord. Aurélien, peut-être un petit mot? Oui, pour moi, moi je trouvais déjà qu'il y a eu un mauvais suivi sur le point psychologique, parce que nous, on a une section où on nous a mis directement en stage 2 semaines après, et on n'a pas eu le temps de se concentrer, c'était directement le programme, et il fallait vraiment réussir le programme pour pas être... Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir? Le meilleur suivi est déjà nous regrouper après la catastrophe, parce que tout le monde s'est séparé. On nous a dit
il faut être en stage parce qu'il y a le bac à la fin. Non, il y a le bac à la fin et un peu de retard ne peut pas. Et alors bon, je sais qu'on a subi une catastrophe historique, mais bon, un meilleur suivi aurait été plus intéressant. Oui. Et aujourd'hui, Comment ne pas entendre ce que vient de dire le lycéen et comprendre? Mais en même temps, on peut dire, avec sans aucun esprit mal placé, on ne va pas expérimenter une future nouvelle catastrophe, c'est-à-dire on fera mieux la prochaine fois. Oui. Il a fallu s'adapter en temps très court et de dire, incontestablement, on n'a pas fait pour le mieux, l'idéal. Mais par rapport à une catastrophe d'une telle ampleur que le lycéen vient de dire, on n'a jamais connu ça depuis la guerre, en termes d'ampleur de catastrophe, ce qui a été le mieux fait possible dans les conditions de l'instant. Je crois que là aussi, on entend ce qui vient d'être, j'entends en tout cas ce qui vient d'être dit, mais l'ensemble des réponses qui ont été faites pour le mieux de l'intelligence humaine, adaptée à des situations très compliquées. Cyril, peut-être une réaction? Est-ce que vous partagez l'avis nous, contrairement à Françoise, on a eu un soutien psychologique de suite. Dès le lendemain matin même. Un de vos camarades est décédé sur le site de Gallieni. Oui. Dès le lendemain matin, nous, tout le corps enseignant, psychologique, éducation et tout ça s'est réuni et on commençait à mettre une cellule d'accueil. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, oui, ça va. Enfin, ça va mieux. Pour certains lycéens, il y a encore des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes d'internat encore. Donc, et aussi de demi-pension. Parce que sur le site, il y a beaucoup de retard par rapport à la cantine et tout ça. Donc. Mais sinon, bon, mais par rapport à... ce qui m'étonnait, c'est qu'eux n'avaient pas eu de soutien, enfin, d'après ce que j'entends avec Aurélien, n'ont pas eu de soutien psychologique. Vous, ça vous a aidé, ce soutien psychologique? Aujourd'hui, vous en tirez quoi comme conclusion? Oui, c'était nécessaire. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai pas fait, mais c'était très bien. Quoi. Oui. Mais... Dommage. J'étais membre de la cellule d'accueil, donc je ne pouvais pas faire les deux. Vous êtes beaucoup investi en tout cas hein, dans l'après-catastrophe dans votre lycée. C'était surtout pour les autres. Quoi, je veux dire. Très bien. Mais je vous propose d'écouter la rectrice de l'académie, Nicole Belloubet-Frié, que Florence Durand a interviewée. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. Nicole Belloubet-Frié, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes rectrice de l'Académie de Toulouse et chancelière des universités toulousaines. Il y a beaucoup de collégiens et de lycéens qui se posent des questions, en particulier donc les lycéens et les collégiens sinistrés. Est-ce que pour eux, justement, les examens vont se dérouler exactement dans les mêmes conditions que... Ils vont se dérouler dans les mêmes conditions que les examens que passeront leurs camarades. Je crois que c'est important parce qu'il y a dans l'obtention du diplôme, qui est un symbole républicain très fort, une notion d'égalité qui est attachée et qui suppose que l'examen doit se dérouler dans les mêmes conditions. Cela étant dit, nous avons pour certaines disciplines, et c'est le cas notamment pour l'éducation physique et sportive, demandé et obtenu auprès de l'administration centrale et de l'inspection générale de l'éducation nationale des dérogations. Les élèves qui passent le bac, par exemple, en EPS, au lieu de passer 4 épreuves, n'en passeront que 2. Parce que tout simplement, les conditions matérielles ne permettaient pas de faire autrement. La destruction des gymnases, la complexité dans laquelle nous sommes pour la gestion des installations sportives ne nous permettait pas de faire autrement. Pour les autres épreuves, nous avons alerté les commissions qui préparent les sujets d'examen pour que les sujets soient des sujets centraux, des sujets qui reprennent bien la vision globale de la matière et de la discipline. Par ailleurs, au moment des jurys, de la tenue des jurys. Je vais réunir l'ensemble des jurys de baccalauréat au mois de mai ou au mois de juin pour leur expliquer, bien entendu, qu'au moment des délibérations finales, les livrets scolaires des élèves pourront être aussi pour eux un élément d'aide à la délibération, lorsque cela est nécessaire. Vous savez que l'aide à la délibération, elle ne porte pas sur tous les élèves, mais bien entendu, dans ce cas-là, les commissions, les jurys pourront tenir compte de la situation spécifique dans laquelle se sont trouvés les élèves d'un certain nombre d'établissements qui ont été listés. Enfin, dernier point, le rectorat donc, a mis en place très rapidement après l'explosion un certain nombre de services d'aide sociale, médicale et psychologique. Alors aujourd'hui, est-ce que ces services sont maintenus et continuent à fonctionner? Oui, alors tout dépend des endroits, des lieux où disons que nous avons essayé de nous adapter aux besoins. Nous avons eu bien sûr un moment de très intense activité pendant les semaines qui ont suivi l'explosion, aussi bien du point de vue social
social où les services sociaux ont fonctionné tous les jours avec beaucoup d'intensité. Nous avons fait appel, je l'avais dit à l'époque, à des personnels venus d'autres académies pour nous appuyer. Aujourd'hui, nous avons toujours un soutien et un appui très fort. 20 000 élèves ont pu disposer d'un soutien psychologique, enfin en tout cas avoir accès à un psychologue. Et aujourd'hui, dans les établissements qui sont encore les plus fragiles, nous avons des psychologues qui sont là en permanence. Les assistantes sociales également sont très présentes et nous essayons de faire de ce point-là la première de nos priorités. Vous êtes en direct sur TLT pour cette édition spéciale AZF 6 mois après. Nous parlons des écoles, des lycées et des collèges qui, vous le savez, ont payé un lourd tribut à cette catastrophe. Et Robert Pietri, le directeur général de TLT, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Robert. Bonsoir Priscille. Je voudrais, pour ma part, rappeler que dès la première de la catastrophe, toutes les équipes de TLT se sont mobilisées. Parfois même avec une certaine imprudence, mais c'était une volonté d'aller sur le terrain et de montrer à la fois que nous étions présents et montrer notre solidarité aussi aux blessés notamment. Alors cette solidarité, elle s'est exercée d'une façon différente. Quelques jours après, le personnel de la rédaction, les techniciens et 3 personnes en particulier que je voudrais citer, Sabine Jamin, que vous connaissez bien, Alex Joly et Jérôme Cilia, ont fait un montage de 52 minutes, une cassette que nous avons proposée à la vente des Toulousains. Et ils ont été nombreux, ces Toulousains, ces téléspectateurs, à l'acheter. Et c'est aujourd'hui le produit de cette cassette, sous forme de chèque bien sûr, que je voudrais remettre à monsieur l'inspecteur Cachour. Monsieur l'inspecteur, je vous remets ce chèque officiellement. Il est d'un montant de, précisons-le, de 3 652,65 €, c'est-à-dire environ, nous avons fait le calcul pour vous, soyez rassurés, environ 24 000 francs. Alors, à qui? Le voici d'abord, je vous le remets. Merci. Et il est destiné à 2 ou 3 maternelles qui ont été peut-être moins médiatisées que d'autres. Nous avons beaucoup parlé ici des Oustalou et d'autres écoles, mais a-t-on parlé de Tabar, de Papus, de Doriac? Je ne le crois pas. Et donc, arbitrairement, nous avons choisi de l'offrir à la cantine scolaire de Tabar pour qu'elle partage ses 24 000 francs avec Papus et peut-être Doriac. Monsieur le directeur, je suis au nom des écoles touchées, bien sûr, et les adverbes ont du sens. Vous avez dit arbitrairement, ça veut dire aussi que le choix a été bien fait et les mots comptent, vous avez dit, moins médiatisés. C'est-à-dire qu'en fait, dans les solidarités qui sont marquées et dans l'analyse qui a été faite par les services de l'État, toutes les écoles concernées ont eu leur part d'analyse, etc. Et je crois que c'est votre équipe, techniciens et tous les personnels de la station, en tout cas, de TLT, le merci doit leur aller. Et vous avez dit arbitrairement, moi je dirais sincèrement. Les adverbes ont du sens. Si vous êtes un homme de langage, je crois que vous apprécierez le sens que je donne à ces adverbes. Cela va permettre de compléter les effets d'une solidarité nationale qui a été diligentée par un certain nombre d'organismes, donc d'associations de l'école publique ou d'associations amies de l'école. Et je crois que nous sommes encore, et c'est ça qui est important, jusqu'à la fin de l'année scolaire et au-delà, toutes ces solidarités continuent de se manifester sur Toulouse. Et donc là, votre chaîne qui s'est beaucoup impliquée, si vous permettez, non pas le jugement, mais en tout cas l'avis d'un téléspectateur, qui a beaucoup contribué, qui a beaucoup aidé les écoles par l'information, eh bien aujourd'hui, c'est plus que l'information, c'est marquer sa solidarité. Merci. Et je crois bien qu'on apprécie. Merci beaucoup. On est obligé de vous couper, c'est dommage, vous nous jetiez des fleurs. Mais allez, on enchaîne avec la pub et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. Voilà, de retour sur le plateau TLT, nous sommes en train de nous installer, nous sommes en direct, un plateau maintenant consacré aux entreprises qui, elles aussi, ont particulièrement souffert de cette explosion. Et avant de vous présenter nos invités, je vous propose de regarder ce reportage consacré à la Sermi. Nous avons recueilli le témoignage de Bernard Ourmière, le PDG de l'entreprise Sermi, située jusqu'au 21 septembre dernier, impasse Langlade, très proche de l'usine d'AZF. Un sinistre très lourd pour cette sur la vingtaine de salariés, 4 ont été gravement blessés, ont été entièrement détruits, vous allez le voir dans les images qui vont suivre. Dans la zone Céveso, il ne peut reconstruire ses ateliers à cette adresse. Il organise donc progressivement le changement de son activité à Colomiers. Je vous propose d'écouter tout de suite son témoignage. Je suis Bernard Ourmière, le PDG de la société Sermi, 20 impasse Camille Langlade, jusqu'au mois de septembre 2001. Alors nous sommes une vingtaine de salariés. Nous sommes une entreprise de métallurgie
Mécanique de précision, serrurerie mécano-soudure, on est notamment sous-traitant de Airbus. Notre voisin a pris un gros coup de colère et en quelques secondes à peine, sans rien comprendre, on était totalement hébétés. On a pris le toit, les fenêtres, tout sur la figure. Tout a été soufflé. Donc on est sorti dans la rue, c'était pas comme ça, c'était jonché de gravats de tous les côtés. Tous les véhicules étaient explosés, ventrés, ratatinés. Tous les papiers avaient été extraits par une dépression des bureaux, c'était tout jonché dans la rue. Et puis quand on a réussi à reprendre nos esprits, on a vu qu'en face c'était pareil, enfin, tout le quartier était totalement sinistré. Il y a eu des blessés? Oui, il y a eu des blessés, bon, mais on était 16 présents sur le site ce jour-là, on est tous mâchés parce qu'on a pris tout sur la figure. Et puis bon, certains plus touchés que d'autres malheureusement, dont 2 qui n'ont toujours pas repris le travail. Alors on a eu une chance dans cette histoire, c'est qu'on disposait d'un entrepôt en lieu de stockage sur Colomiers, donc pas adapté pour faire un atelier, mais qui nous a permis de sortir tout notre, enfin, avec du temps bien sûr, de sortir notre matériel et nos encours, nos stocks de fabrication, etc., pour les mettre à l'abri. Nous avons bénéficié d'aides au départ qui ont été très importantes parce qu'elles sont arrivées très vite. C'est le fonds de solidarité géré par la Chambre de commerce. Également un autre fonds de solidarité géré par la Fédération française du bâtiment, dont nous faisons partie pour notre activité serrurerie. Et ça, comme c'est arrivé très vite et sans dossier, ça nous a permis de prendre des mesures immédiates, mais je sais pas, ne serait-ce que de location de véhicules, de prise d'intérimaires, etc., pour justement faire toute cette mise en sauvegarde de nos fabrications, rapatrier tout sur Colomiers et continuer à travailler. On peut peut-être rappeler après ce sujet que, outre l'arrêt de l'activité des 6 entreprises du pôle chimique sud de Toulouse, eh bien, ce sont 1300 entreprises qui ont été sinistrées à des degrés divers. On vient de le voir, ce monsieur a eu la chance, grâce aux aides d'urgence et à ses propres capacités de réaction, eh bien, de ne pas avoir à subir la cessation d'activité. On va en parler avec nos 2 invités, Christophe. Bah oui, 2 exemples concrets, 2 entreprises qui étaient sur site et qui ont bien sûr connu des difficultés, qui en connaissent encore. D'abord avec Stéphane Gello, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le gérant d'une entreprise qui s'appelle Mediatrafic. Oui. Et puis Alain Chêne, pardon, vous êtes patron d'un restaurant. Oui, Bar Tabac Hôtel. Bar Tabac Hôtel, qui s'appelle Le Pic, qui est situé où? 98 route d'Espagne, en gros en face de l'EDF. Oui. Donc à 200 mètres, je dirais, ou 300 mètres à vol d'oiseau de la ZF. Alors aujourd'hui, où en est votre outil de travail, comme on dit? Pour le moment, l'outil de travail est donc arrêté totalement, puisque c'est inutilisable. Les travaux, j'espère, vont enfin pouvoir se débloquer, qu'on puisse au moins commencer début avril. Et c'est sûr que c'est très grand, il y a toutes les chambres à refaire, tout ça, donc ça va être très long. Donc je pense que la reprise d'activité risquerait de ne pas se faire même avant l'été, quoi. Mais si c'est septembre, peut-être. Donc on est encore, disons, à produire des papiers, à essayer de faire avancer les choses, mais bon, Anton Expert, l'autre... C'est long, c'est un petit peu ce qui se disait avant sur le plateau, c'est très très long. On demande, il faut 15 jours avant d'avoir une réponse, de ces 15 jours, il faut encore 15 jours avant qu'on vous donne notre rendez-vous, et ainsi de suite. Donc de 15 jours en 15 jours, ça fait 6 mois, et on n'a rien fait. Et aujourd'hui, vous vivez où Eh bien, heureusement, j'habitais pas sur place, oui. J'habite Tournefeuille. Donc au niveau de la zone de la maison, il n'y a pas de problème. Mais bon, maintenant, c'est toute une organisation. Bon, je veux dire, d'abord, en plus, j'ai été blessé, donc dans un premier temps, je n'ai pas pu trop m'occuper de tout ça. Je dois être encore opéré, d'ailleurs, début avril. Donc, il y a beaucoup de choses, on vous demande beaucoup de papiers, je veux dire, ça prend beaucoup de temps. Le temps qu'on passe au téléphone, à appeler un expert qui répond, un qui ne répond pas, ainsi de suite, ça nous prend beaucoup de temps. Est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment déménager, j'allais dire, votre outil de travail? Vous dire, bon ben moi j'arrête tout ici et je vais faire quelque chose d'autre ailleurs? C'est sûr que ça a traversé l'esprit, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, on va faire autre chose ailleurs. Bon, maintenant, nous avons des situations différentes, c'est qu'on a un commerce de quartier. Je veux dire, bon, on a travaillé avec des gens, des entreprises qui étaient autour, donc on ne peut pas dire, bon, moi je ne vends pas, mettons, je sais pas, un store ou des fenêtres. Quelqu'un peut aller, on peut se mettre à Colomiers, on continuera à vendre des fenêtres. Nous on avait une clientèle accès. Ouais, elle ne suivra pas. Et la clientèle, refaire un établissement tel qu'on l'avait, c'est-à-dire avec en plus, bon, je dirais, depuis 8 ans qu'on avait exploité cet établissement, on avait réussi à, disons, à fidéliser une clientèle. On arrivait à prendre, disons, à fermer 5 semaines par an, on ne travaillait pas le week-end, on avait vraiment créé quelque chose de bien précis par rapport, disons, aux gens qui étaient sur le site. Donc maintenant, partir, d'accord, mais qui c'est qui en veut maintenant? À qui je vais le vendre?
Oui, tout à fait. Et même maintenant, en reprenant le travail, dans 2 ans, dans 3 ans, bon, si on n'arrive pas à redémarrer, même en y mettant de la bonne volonté et faire tout ce qu'il faut pour que ça redémarre, essayer de prendre notre client, améliorer un petit peu, bon, si on n'y arrive pas, dans 3 ans, on va dire, bon, on vend combien et à qui? Donc je veux dire, on a perdu beaucoup de choses. On a perdu d'abord la valeur des fonds, on a perdu au niveau des murs, perdu au niveau de la santé, on a perdu beaucoup de choses. Et toute une remise en question totale en plus. Alors, quand on a un commerce, quand on ne travaille pas, comment on vit? Alors, comment on vit? Alors, bon, moi j'étais, disons, j'ai toujours été plus ou moins prévoyant, donc j'étais quand même bien assuré, entre autres au niveau de la perte d'exploitation. C'est-à-dire que, bon, de ce côté-là, à l'heure actuelle, financièrement, bon, je ne perds pas, pour le moment. Maintenant, on verra quand on fera les comptes à la fin. Hein. Je ne perds pas d'argent, je peux continuer à vivre. Bon, mon épouse ne travaillait pas avec moi, donc elle a quand même aussi ses revenus. Donc, on vit, on attend que ça passe. Maintenant, on aimerait bien que ça bouge pour se redonner un peu le moral, pour essayer de repenser, parce qu'il faut tout repenser. Il va falloir repenser à une nouvelle clientèle, repenser à une organisation peut-être qui était différente. Nous, on avait une activité, on ouvrait à 6 h le matin, on fermait à 11 h 30 le soir. Donc sur 5 jours de la semaine. Bon, si le matin, j'ai plus personne qui passe pour boire le café et acheter un paquet de cigarettes... Ça sert à rien. Voilà. Stéphane Gello, vous, Médiatrafic, vous nous dites en 2 mots quelle était votre activité? Nous faisons de l'affichage mobile des véhicules publicitaires, la publicité sur véhicules. Donc, après l'explosion, ou alors la totalité de vos locaux sont en l'air, hein, détruits en totalité, détruits en totalité. Dépôts, totalité. Alors, 6 mois après? 6 mois après, on existe toujours, ce qui est déjà très important. On continue à fonctionner. Je dirais que l'entreprise redémarre sérieusement depuis le début du mois de janvier. Comment vous avez fait alors? D'abord, on a été hébergé par une société qui nous a prêté des bâtiments pendant 3 mois gracieusement, ce qui vraiment nous a permis d'être toujours là aujourd'hui. Nous avons été soutenus par la CCI, par la mairie de Toulouse, par différents organismes. Et comme nous travaillons essentiellement sur du commerce avec une clientèle parisienne, nous avons pu, dès que les téléphones ont été remis en place, en fait, redémarrer, continuer notre activité commerciale, même si elle a été réduite pendant 3 mois à 80%. Ouais. Alors, vous avez fait jouer votre assurance perte d'exploitation, vous en avez eu? Alors, non, malheureusement, la seule personne qui a été blessée chez nous, c'était l'assureur qui venait nous assurer pour la perte d'exploitation ce jour-là. Ah donc, nous n'étions pas assurés pour la perte d'exploitation. Ce qui, aujourd'hui, nous permet d'être directement en contact avec Equad et nous permet d'avancer peut-être un petit peu plus vite au niveau de, je l'espère, parce que rien n'est réglé. Ce qui nous permet, c'est assez bizarre, mais ce qui nous permet peut-être aujourd'hui d'avancer un petit peu plus vite. D'aller plus vite. Alors ça, un certain nombre de gens c'est incroyable, mais c'est comme ça. Ben, disons, c'est l'impression que ça laisse. C'est vrai. Ben oui, à l'heure actuelle, c'est Equad qui attend. C'est vraiment tous les dossiers pour pouvoir essayer de finaliser l'affaire. Je ne veux pas jeter la pierre à l'un ou à l'autre, mais bon, quelque part, il me semble qu'au niveau des dossiers, je veux dire que ça s'est vraiment accéléré, je dirais, il y a 1 mois, mais enfin, il a quand même passé 5 mois. Alors que je veux dire, tous les papiers ont été fournis, je dirais, en gros, fin octobre, tout le monde avait tous les dossiers en plusieurs exemplaires pour pouvoir faire leur travail. Donc quelque part, il y a une coordination qui, à mon avis, très très bonne. Votre personnel, il en est où? Notre personnel est depuis l'accident très soudé, très unis les uns les autres, ce qui a permis d'ailleurs aussi, parce que quand on s'est retrouvés pendant quand même 3 mois, donc avec un seul bureau, quand même 7 mètres carrés, donc c'est quand même assez petit, ils travaillaient les uns derrière les autres, derrière un seul poste informatique. Et aujourd'hui, je crois que grâce à leur soutien, tout le monde a travaillé sur le déménagement, sur le réaménagement des nouveaux bâtiments. Aujourd'hui, c'est une unité. Il souhaite qu'une chose, c'est qu'on arrête de parler d'Equad et d'AZF. C'est vraiment le but aujourd'hui pour moi, c'est de sortir de cette perte d'exploitation. J'espère que ce sera fait d'ici 3 semaines à moi, j'espère. Alors à la chaîne, vous employez 5 personnes, je crois, ça, avant l'explosion. Aujourd'hui, vous avez dû mettre ces personnes au chômage technique? Le fait d'être assuré pour la perte d'exploitation, ça m'a permis de maintenir mon personnel. Donc ils sont rémunérés comme s'ils travaillaient. Mais pour l'instant, bon, ben, ils attendent avec impatience aussi de pouvoir reprendre le travail. Ils sont d'accord pour reprendre le travail, donc même dans les mêmes locaux. Donc de ce côté-là, au niveau du personnel, c'était un soulagement pour moi. Ça évite quand même d'amener les gens pour le moment vers le chômage. Est-ce que vous avez déjà une idée d'une date où vous pourrez, je ne sais pas, attaquer les travaux, ouvrir votre commerce? Est-ce que vous avez des échéances? Est-ce que vous en mettez
Déjà qu'on nous donne une date de départ de travaux, et avec ça, peut-être qu'on arrivera après à calculer une date, un échéancier. Mais au moins qu'on nous dise, oui, vous pouvez commencer. On devait avoir des réponses fin de la semaine dernière, une semaine de plus c'est passé, on n'a toujours pas les accords. Donc, tant qu'on ne nous dit pas, voilà, vous commencez tel, mettons, le 1er avril, ça serait 1% de avril, mais enfin bon, j'espère que ça commencera le 2. Donc, qu'on nous dise, voilà, vous commencez le 2, et là, l'architecte, tout ça, seront en mesure de donner un échéancier à quelque chose près. Voilà. Stéphane Gelot, non, vous vouliez réagir? Non, si ce n'est que nous, quand je dis qu'on est, quand on est reparti sur de bonnes bases, c'est l'entreprise redémarre. Le gros problème qu'on a nous aujourd'hui, c'est la trésorerie de l'entreprise, puisque tant que Total ne nous a pas payé nos pertes financières, ne serait-ce que les découverts à la banque nous coûtent encore énormément d'argent tous les jours. Donc, vous n'avez pas de facilité pour ça? Si, on a déjà une facilité, c'est que le banquier accepte, ce qui est déjà une grosse faveur de sa part. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, il y a une structure à Toulouse, Christophe, qui a particulièrement souffert de cette explosion également. C'est le parc des expositions de Toulouse qui n'a pas pu recevoir les différents salons qui étaient prévus au vu des dégâts. Alors, je vous propose justement d'écouter le président du parc des expositions de Toulouse, Jacques Lacassagne, réaction recueillie par Emma Tarditz et Alain Sorat. Regardez. En ce qui nous concerne, nous aurons, je pense, une partie du parc des expositions terminée à la fin du mois, et pour l'autre partie, il faudra attendre le mois de juillet. Mais les bâtiments sont en cours de reconstruction. Je peux dire, à ce jour, ça se passe bien, puisque... Alors justement, quels sont les prochains rendez-vous du parc des expositions? Alors le prochain rendez-vous, c'est dans peu de temps, dans peu de jours, dans une semaine exactement, c'est le salon de la maison, qui est un salon que mes services ont mis en place, avec des exposants qui ont été pénalisés au moment de l'explosion, puisque c'était les salons d'automne, et des exposants qui auraient dû faire la Foire internationale de Toulouse à cette date actuelle. Donc nous avons, avec mes services, trouvé des exposants qui étaient plus ou moins pénalisés, on a été obligé de réduire les espaces, et on monte une manifestation qui, je suis sûr, aura beaucoup de succès, parce que, comme nous, et comme tous les gens qui ont été sinistrés, nous avons besoin de reprendre et de voir l'avenir avec optimisme et non pas avec pessimisme. Voilà donc le parc des expositions vous donne rendez-vous du 30 mars au 7 avril 2002 pour le salon de la maison. Alors on continue et on termine ce plateau consacré aux entreprises sinistrées avec nos deux invités, peut-être avec un petit mot de la fin. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes optimiste, en tout cas vous Alain Chesne, pour la reprise rapide d'une activité Disons que pour l'instant, on veut essayer de rester optimiste, déjà. Maintenant, il est évident qu'au niveau de l'activité, quand on va la reprendre, c'est là qu'on va s'apercevoir exactement qui est toujours sur le site, qui n'y est plus. Il y a des clients qu'on connaît parce qu'ils s'arrêtaient pour boire un café, mais on ne sait pas où ils travaillaient. On s'apercevra après que peut-être que celui-là, il travaillait à la Sembat, l'autre, il travaillait peut-être chez Darty, donc on ne les voit plus. Donc tout ça va être long. Je pense que pendant quelques années, je dirais minimum 2 ans, d'après moi, à peu près, 2 ans, voire 3, avant que vraiment toute une vie économique soit repartie autour. Il faut recréer une vie de quartier. Il va falloir recréer une vie de quartier, et là, pendant 2 ans ou 3 ans, il va nous falloir faire le dos rond, et essayer d'arriver à ces échéances, mais il faut qu'au fur et à mesure, qu'on nous dise, voilà, il va y avoir ça, qu'on puisse savoir sur quoi se baser, essayer d'attendre. Ici, mettons les bureaux de l'EDF, l'EDF ne revient pas. Si on met personne dans ces bureaux, qu'est-ce qu'il va y avoir? Si on me dit, voilà... vous êtes en face. Donc, voilà, en plus je travaillais beaucoup avec eux, donc si on me dit, voilà, mais dans 1 an, ces bureaux seront entièrement reloués, il y aura une activité dans ces bureaux, bon, mais au moins on peut se dire, bon, on récupérera, même si on récupère que 10 clients. L'école Gallieni, l'école Françoise, pour moi c'était des gros clients. On ne sait même pas s'ils vont revenir. Ouais, Stéphane Gelot, vous sortez un peu de cette ambiance, vous l'avez dit, à ZDF, vous prévoyez de sortir de ça définitivement quand? Cet automne? J'espère en sortir très rapidement, d'ici un mois et demi. Je pense que c'est de toute façon, pour les salariés de l'entreprise, c'est très important. Aujourd'hui, ils ont vraiment besoin d'oublier, de passer à autre chose. On a déménagé. J'ai essayé de... Est-ce que vous seriez prêt à revenir sur le quartier? Non, certainement pas, non. Certainement pas. Non, j'étais client de l'établissement de monsieur, et effectivement... je ne saurais plus, c'est sûr. Pour vous, il faut tourner la page et passer à autre chose.
Pour moi, pour mon entreprise et pour mes salariés, oui. Malheureusement, quand je dis ça, je comprends bien que tout le monde ne peut pas le faire aussi rapidement que nous, c'est clair. Mais là, je parle de mon entreprise, c'est un petit peu différent. Alors, on a vu donc les entreprises sinistrées, le parc des expos sinistrés. Alors, il y a aussi le stadium, le Zénith, et puis il y a des salles plus petites, Christophe, qui ont souffert de cette explosion. Il y a le Bikini aussi qui a souffert, un établissement qui est évidemment à proximité, qui aimerait bien retrouver sa place dans le paysage du rock toulousain. Jean-Marc Lucas et Nicolas Hauer sont allés au Bikini faire le point 6 mois après les événements. En face de l'usine très dangereuse qui donne de l'emploi aux ouvriers. Voici la seule révolte possible d'Hervé. Prochaine. L'homme qui personnifie le rock à Toulouse et plus précisément au chemin des Étroits est désormais dans une impasse. Rien. Ce qui est terrible, c'est que 6 mois après, justement, on soit incapable, et ça je le dis sans aucune lyrisme ou quoi que ce soit, on n'est pas foutu de nous dire si on a un avenir au chemin des Étroits. On se doute qu'on va dégager, mais on nous le donne, on n'infirme pas, on ne confirme pas. C'est horrible, horrible de vivre une situation pareille. Que ce soit les habitants, que ce soit moi en tant que commerçant, on pense qu'on va dégager d'ici, mais personne n'est foutu de nous dire si on va partir ou pas. Depuis l'explosion, il a trouvé des solutions de repli avec le concours de la salle de la Monède, du Havana Café ou encore lorsqu'il est accueilli par la salle des filles de Ramonville. Mais à long terme, ça n'est pas gérable. Il aimerait bien que le Bikini soit réparé, mais quand il revient sur les lieux, les seuls travaux de rénovation effectués sont ceux du pôle chimique en face. On sent bien que ce n'est pas quelque chose qui est en train de s'arrêter, c'est quelque chose qui est en train de se remettre en place, gentiment, lentement. Moi je l'entends respirer depuis 6 mois, on entend respirer ce complexe. Très bien que ça va redémarrer, même s'il n'y a personne qui est foutu de nous dire vraiment la vérité et quoi que ce soit. Enfin, nous avons la société que nous méritons. La stupeur a fait place 6 mois après à la colère. Une colère qui viendra sûrement grossir les rangs de la manifestation du samedi 23 mars au Capitole, organisée par le collectif Plus Jamais Ça. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition spéciale AZF 6 mois après. Merci de votre attention. On se retrouve évidemment demain, comme tous les vendredis, et dès 12h15 pour un nouveau point sur l'actualité locale. Dans un instant, vous allez retrouver l'essentiel de l'actualité de la journée. Excellente soirée à tous sur TLT. Christophe, un dernier mot? Oui, merci à toute l'équipe de TLT de nous avoir permis de réaliser cette édition spéciale et un merci tout particulier à Franck Gaillard qui s'est beaucoup occupé des invités. Merci à tous, bonne soirée sur TLT et à demain dès 12h15. Au revoir.